Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Overtime. On est mardi, on vous l'avait averti que on terminerait, on attendrait que la saison régulière se termine plutôt pour pouvoir faire un bilan un petit peu plus global de tout ce qui se passe. Je suis bien sûr avec Pascal Eberhard. Salut Pascal. Salut David Pietronigro. On va bien? Ça va bien, écoute, remis des émotions d'hier. Ouais, il y en avait quand même quelques-unes, même si finalement ça a un petit peu moins bougé qu'on pouvait peut-être l'espérer au classement. On sera aujourd'hui avec Stéphane Rochette pour nous accompagner tout au long de cette émission. Hein. On va parler de quoi, Pascal, aujourd'hui? Oh bah salut Stéphane. Salut Stéphane, Attends, oui. Je vous salue les gars, merci de m'introduire si poliment. Et puis salut à Simon, à Vladi, à Sylvie, à Georges Henry qui sont dans le chat, à Fabrice également. Déjà n'oubliez pas, avant de dire le sommaire, n'oubliez pas, les commentaires sont ouverts, vous pouvez nous poser vos questions, vous pouvez réagir à ce qu'on dit. Il y aura plein de choses, il y a plusieurs surprises. Le sommaire, on va revenir sur la saison d'Ajoie qui est désormais terminée. Et puis on va rapidement faire le bilan de Fribourg et Bienne comme ils sont déjà qualifiés dans le top 6. On va plutôt s'attarder sur Lausanne et Genève qui eux sont en pré-playoff. Et on va parler de ces séries de pré-playoff qui attendent les clubs les Maniques. Et puis deuxième surprise, on va remettre nos awards de la saison régulière. Ce sera en fin d'émission. Ouais, on a voté. On a voté avant d'aborder le programme de la semaine. Et puis il y a une troisième surprise, David. Une troisième surprise, tu Ouais, dis? t'as quelque chose à côté de oui. toi là. Je crois que ça va intéresser les gens dans le chat. On sait que la fin de saison du CP Berne, malheureusement, est terminée depuis hier, mais c'est pas une raison pour nous de ne pas vous offrir ce maillot, celui de Kaspar Dogavinch, le joueur du CP Berne qu'on vous fait gagner donc. Hein. Dites-nous simplement combien de points le joueur a récolté cette saison sous le maillot des Ours et on fera un tirage au sort de toutes les bonnes réponses qu'on espère nombreuses d'ici la fin de cette émission. On vous rappellera plus tard un petit peu qu'il y a encore ce concours à gagner pour ceux qui ne sont pas là depuis le début. Mais c'est un maillot tout beau, hein, brodé, vraiment, qui vaut la peine et qui mérite peut-être de tenter sa chance. Voilà, et puis on se lance dans cette émission. On est prêt. T'es prêt Stéphane? T'as affûté tes arguments? I was born ready, comme on dit en anglais. Je suis venu au monde prêt, moi. Je suis prêt, les gars. Alors, et quand on parle de hockey, je suis toujours prêt. Alors on va se lancer, c'est parti avec le HC Ajoie. HC Ajoie qui a vu sa saison se terminer samedi. Les Ajoulots qui ont été confrontés à la National League pour la première fois depuis un petit moment et pas forcément où il était dans les meilleures conditions. Hein. On savait que ce serait compliqué pour le HCA, mais les blessures, certes, n'ont pas aidé, mais on a aussi vu quelques joueurs qui n'ont pas réussi à faire le fameux step-up pour passer de Swiss League à National League. On va encore ajouter que les 18 défaites consécutives qui ont mis fin au mandat de Gary Chian et de Vincent Leschen. La subtilité dans la phrase. Ah, mais tu me surprendras toujours, Pascal. Ah ouais. Et ça a surtout montré la fragilité du groupe dans l'adversité, j'ai envie de dire. Messieurs, on va finir sur une note positive dans ce que je viens de dire. Si je dois sortir un joueur du lot, j'ai envie de dire c'est Phil Michael De Vos, hormis Tim Wolf, parce qu'il a montré qu'il avait sa place en National League, même s'il a manqué son objectif du top 20. Oui, il l'a manqué, il nous a dit qu'il voulait se retrouver sur la première page des marqueurs. Quand vous allez sur le site de la Ligue, il a terminé avec 38 points, je crois, ou 39. C'est vraiment une très très belle saison pour lui, étant donné les circonstances dans lesquelles elle s'est passée, hein, finalement. HC Ajoie qui a été quand même très largement dominé dans l'entier de ses rencontres. HC Ajoie qui, malgré tout, a quand même pu s'appuyer sur les bonnes performances de son leader québécois. C'est vrai qu'on peut mettre lui en avant. Si on parle des satisfactions, hein, pour commencer, vu que Pascal, tu aimes bien d'abord le positif avant de peut-être laisser à Stéphane donner son avis pour la suite. J'ai bien aimé Thibaut Frossard, qui aussi a été très très bon au début. Peut-être la très très belle surprise du début de saison. Et ça a été plus compliqué les rentrées dans le rang après, mais il termine bien aussi son exercice et il fait quasiment 30 points. Je veux dire, pour une première saison en National League, c'est aussi très très bon. J'ai adoré Tim Wolf dans les buts, hein, parce que c'est quand même... Ça, c'était presque trop évident, Stéphane. Oui, mais tu es d'accord avec nous, hein, quand on repart tous les soirs en ayant autant de shoots sur soi, puis en allant chercher autant souvent le puck au fond du but, hein, parce qu'il n'a pas joué tous les matchs, mais Ajoie a quand même encaissé 224 buts. Hein, ça fait presque 5 buts par soir de moyenne encaissée, donc c'était beaucoup. Ça, c'est pour le positif. Stéphane, toi, le positif d'abord, qu'est-ce que tu en retires? Bon, Tim Wolf, évidemment. Moi, il m'a surpris, ce garçon. C'est un gars qui était un prospect quand il était plus jeune, puis il avait flirté avec l'équipe nationale à un moment donné, finalement, puis il n'a jamais eu sa chance. Mais je pense que là, il a prouvé qu'il pouvait jouer dans cette ligue-là, sérieusement. Il a été bombardé tous les soirs.
moi, je dis chapeau à lui. DeVos, comme tu t'as dit, DeVos, mine de rien, fait ses points, beaucoup de points powerplay, évidemment, etc. Bon, sa fiche plus et moins n'est pas reluisante, mais comme si tu joues 23 minutes dans une équipe qui encaisse 5 buts par match, puis qui, à force égale, est déficitaire, ben forcément, tu vas avoir un bilan plus et moins affreux. Mais DeVos a montré, les étrangers d'Ajoie, de façon générale, spécialement DeVos, mais les étrangers d'Ajoie, les gens, j'ai entendu beaucoup de gens leur taper dessus en disant « Ah, il n'y a pas le niveau, machin. » Mais excusez-moi, mais vous les avez mis dans un environnement Swiss League. 4 ensemble qui arrivent dans cette ligue-là pour la première fois dans un environnement de Swiss League. Mettez-les individuellement dans des bonnes équipes. On a vu Asselin à Genève, courte période, donc c'est dur à évaluer, mais ces gars-là, vous les mettez dans une équipe, dans un environnement National League, dans une bonne équipe, un des 4 étrangers, ils peuvent jouer. Je suis sûr qu'Asselin tire son épingle du jeu, peut marquer des buts. Le Duc, c'est quand même un joueur, un assez bon défenseur. Regardez aussi sa fiche, mine de rien. Et je pense que ces gars-là, les gens ils ont été ralentis par les blessures. Le Duc, des problèmes de dos, Asselin, les adducteurs. Sérieux, les gens étaient durs avec eux. Moi, je pense que ces gars-là peuvent jouer dans cette ligue de façon individuelle. C'est ce qui a compliqué aussi un petit peu le début de saison du HC Ajoie, ses blessures et notamment parmi ses étrangers. Je suis sûr que tous les supporters là, qui nous écoutent du HCA auraient voulu voir aussi de quoi était capable Jonathan Hazen dans cette plus haute ligue. Parce que moi aussi, j'aime voir de quoi il est capable. Voilà. Il a joué quoi c'est le meilleur patineur de la bande, hein, lui, avec la vitesse. Même pas moi, donc forcément. Et c'était le buteur aussi. Et puis quand on sait que DeVos Hazen se trouve les yeux fermés, ça aurait pu aider. Je dis pas que Ajoie aurait peut-être quitté la dernière place, quoique ils n'ont pas fini si loin que ça que Langnau. C'est aussi ce qu'on doit mettre finalement dans la balance. C'est que oui, Ajoie a fait une saison de National League compliquée, il s'y attendait. Peut-être pas comme il le voulait, parce qu'il y a eu bien sûr ces 19 défaites et le sentiment que c'était arrivé le temps de se séparer du duo Sheehan-Leishon. La fin de saison donne quand même un petit peu raison que les joueurs se sont réveillés, qu'il y a eu réaction, vu qu'il y a eu 3 victoires en 10 matchs sous l'ère de Julien Vauclair qui a pris l'intérim et tout ça. Mais l'équipe, c'était juste Frédéric Roton sur le banc. Voilà, c'est ça. C'est quand même bizarre ce qui s'est passé sur le banc. Le meilleur entraîneur du HC Ajoie, c'était Frédéric Roton. Il a une victoire de défaite, je crois. C'est ça. Mais ça n'a pas été facile dans les coulisses pour le HCA, qui a utilisé aussi beaucoup de joueurs étrangers. C'est pas toujours les meilleurs choix, mais après on fait aussi avec les moyens du bord. Ces moyens quand même limités quand une équipe arrive en National League. Alors ok, la saison elle est mauvaise, tout le monde s'accorde à le dire. Pour avoir été au dernier match à domicile qu'ils ont gagné contre Langnau, on parlait déjà presque comme si c'était la fin de saison. Il y a le match le lendemain encore à Rapperswil qu'ils ont perdu 5-0, mais on voyait que... celui-là, il comptait plus en fait. Voilà, ils s'étaient arrêtés. Ils avaient gagné à la maison, c'était tout bon, mais on voyait que bien sûr, ils étaient déçus de ce qu'ils ont fait, les Ajoulots, surtout défensivement, j'ai envie de dire. Et j'ai pas envie de mettre que les défenseurs dans le lot, mais tous ceux qui sont sur la glace, ça a été trop vite. Ils ont été dépassés par ce niveau supérieur, mais finalement de la National League. Et ils ont peut-être pas tous pu faire le step-up nécessaire pour amener de la contradiction chaque soir. Ils ont peut-être gagné aussi avec l'effet de surprise un petit peu des scénarios improbables en début de saison, quand ils gagnaient 3 victoires lors des 9 premiers matchs. Ils avaient gagné à Zoug, ils ont battu Genève dans un scénario complètement improbable qui avait un petit peu coûté la tête à Patémon. Donc voilà, le HCA est à sa place. Je crois que personne ne nous dira le contraire, Steph, mais c'est vrai que pour une saison d'apprentissage, ça n'a pas été une saison de tourpeau. Non. Il y a un paquet de circonstances là, qui expliquent tout ça. Évidemment, quand on dit ça, on ne veut pas être négatif, on est juste réaliste. Ce qui est arrivé, ça devait arriver. Il y a eu de la malchance là-dedans, mais ils ont aussi eu de la chance, certains matchs, d'accrocher quelques points. Donc là, ils sont là où ils devaient être. Et ce qui est décevant, c'est que quand on regardait un petit peu les matchs, on voyait qu'ils étaient... pas de niveau. 3 soirs sur 4, c'était pas le niveau. Ils ne pouvaient pas suivre l'adversaire. Ils subissaient. On s'est cantonné en défense, etc. Et là, encore une fois, c'est pardonnable. Mais sauf que sur le long terme, l'année prochaine, il faudrait quand même faire un petit pas en avant, être un petit peu plus compétitif, que la différence ne soit pas aussi grande. Je crains que ça ne sera pas beaucoup mieux. On va avoir les transferts, mais le marché est sec. On va voir au niveau des étrangers, mais je crains que ce soit encore très difficile l'année prochaine. Légèrement mieux, j'espère. Et l'espoir, c'est pour 2023-2024 à Ajoie. Et j'espère que les gens vont continuer de suivre avec un engouement aussi extraordinaire parce qu'après 19 défaites, ils en ont gagné une.
Mais moi, Et puis les gens, ils avaient l'impression d'être champions du monde. C'est incroyable. je pense qu'on peut pas faire. Moi, j'admire ça. On peut pas faire pire du côté du HCA. La saison a été quand même Non. très compliquée. Non. Il y a 9 victoires, 42 défaites, à demi-point par match de moyenne. Pascal, tout le monde a pris de l'expérience. Il y aura quand même quelques renforts. Oui, ça sera peut-être pas des top renforts encore parce que le club doit se positionner. Il faut convaincre les joueurs de venir jouer là-bas et tout. Mais on peut que faire mieux. Je veux dire, tout le monde a pris de l'expérience et on va aller de l'avant. Alors, je dis pas que Ajoie va passer des 26 points qu'il a fait aux 50 peut-être la saison prochaine. Quoique, on peut se laisser surprendre, mais j'ai l'impression que ça va aller mieux quand même. Bah, disons que moi, ce qui me plaît bien dans ce qui a déjà été signé, c'est que c'est des joueurs qui sont réguliers ou presque réguliers en National League qui ont été signés. Cash Ferry, on voit, quand j'ai fait le match à Davos d'Ajoie, on voyait la différence entre Cash Ferry et les autres joueurs. Et pourtant, on était sur la fin de saison, donc la fatigue et tout. L'intelligence National League, j'ai envie de dire, le sens du jeu National League qui est beaucoup plus présent chez un joueur qui a joué 100, 200 matchs de National League récemment. Parce qu'il y a le cas Eigenman, il y a le cas Birbaum, mais c'est des joueurs qui ont quand même beaucoup de saisons de Swiss League derrière eux avant cette saison de National League. Thierry, c'est la même chose, Colère un petit peu moins, mais c'est des joueurs qui vraiment vont pouvoir apporter un rythme National League dans l'effectif, à l'entraînement, dans le vestiaire, une dynamique, pas forcément positive, puisque Thomas Thierry avec le maillot de Gavins, on rappelle que pour Berne c'est fini, mais c'est des habitudes de travail et tout ça, et ça peut titiller certains joueurs. Il y avait des joueurs de National League, Rohrbach, Romanengi, mais c'était plus des joueurs qui étaient entre deux, donc forcément voilà, on est monté avec une équipe de Swiss League, on a eu une performance de Swiss League. Il y a un autre dossier aussi, Stéphane, qui va être compliqué pour le directeur sportif, c'est les étrangers. Il en a 4 sur 6 déjà sous contrat. Il y a Vladi qui nous dit dans le chat que Fortier a fait le job selon lui, et puis est-ce qu'on doit le conserver ou est-ce qu'il doit partir? Pour moi, je pense pas qu'il restera. Tu as déjà annoncé qu'il ne gardait pas. Ça paraît logique. Et est-ce que vous avez eu des bruits de couloir si Ajoie a tenté le coup sur Stéphane Patry? Parce que j'ai plus l'impression que les étrangers seront très importants à négocier pour Julien Vauclair, mais qu'il va falloir surtout œuvrer sur le marché suisse. Patry, il a signé 3 ans à Lugano. Donc, oui, mais avant que ça soit fait, est-ce que tu sais peut-être si Ajoie discutait aussi avec Patry? C'est ce qu'on nous pose comme question. Non, je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas d'infos là-dessus. J'étais assez surpris qu'ils partent. Je sais que les négociations ont tardé à Genève et c'est pour ça que Lugano a capitalisé. Moi, je ne serais pas surpris de voir débarquer un gardien du côté d'Ajoie. Peut-être étranger ou pas. Je sais que les gardiens suisses coûtent très cher. Moi, je ne serais pas surpris de voir débarquer Maillère éventuellement du côté d'Ajoie. Robert Maillère, tu dis? Ouais, je ne sais pas pourquoi. Là. Je ne serais pas surpris de l'avoir rebondir quelque part ailleurs que Genève, notamment du côté d'Ajoie. Bon, bref, parenthèse terminée. T'as entendu quelque chose, toi? Tu vas lancer des rumeurs qui va faire trembler certains de ses fans. Voilà, donc, moi, si j'étais Vauclair, le conseil que je lui donnerais, c'est va te chercher un gardien. Pas parce que Wolf n'est pas assez bon, mais parce que tu as besoin de 2 gardiens top niveau. Wolf a besoin de souffler aussi, ça c'est clair. 50 tirs par match, 40-50 tirs tous les soirs, à un moment donné, ça. Voilà, puis les autres équipes vont commencer à le connaître aussi, etc. Va te chercher un autre. Tu dois avoir des gars qui te stoppent tout, parce que tu vas subir encore toute la saison prochaine. Défensivement, tu vas être cantonné, etc. Donc, tu vas limiter les dégâts. Idéalement, un gardien suisse, parce que ça ne te brûle pas une licence d'étranger. Sérieusement. Et puis, voilà. Puis Wolf, comme ça, peut respirer un petit peu. Puis, j'irai chercher du renfort en défense, évidemment. Et puis, au niveau de la ligne de centre. Bien Froissart, mais j'irai me chercher si je vais chercher un étranger à l'attaque, ça doit être un centre. J'ai aussi cette impression que cette fin de saison, quand même positive, on va dire, pour le HCA, avec ses succès acquis quasiment toujours à domicile, pas sur la route, ça a été compliqué. On rappelle qu'en déplacement, Ajoie n'a jamais gagné en 60 minutes. C'est quand même assez fort. Ils ont gagné 2 fois, c'était à Zug et à Genève, et c'était chaque fois en prolongation. Donc ça, il faudra aussi s'améliorer aussi en déplacement. C'est clair que de faire de la Raiffeisen Arena une forteresse, ça va faire du mal. J'ai l'impression que cette fin de saison va aider à accepter d'abord le repos bien mérité que les joueurs du HCA ont, pour revenir avec plus d'envie. Stéphane, je ne sais pas si tu partages aussi, Pascal, mon avis, à l'entraînement pour préparer cette saison 2. Surtout, ça a laissé du temps de préparation parce qu'ils n'ont vraiment pas eu le temps de se préparer et de s'habituer au rythme. On l'a suffisamment montré avec le documentaire qu'on a fait cet été.
Et puis là, il n'y aura pas l'argument de on arrive tard sur le marché. Oui, ils sont déjà tard sur le marché, mais par rapport à d'autres, notamment les joueurs étrangers, ils ne sont pas tard sur le marché. Ils sont même les premiers à avoir terminé la saison. Donc là, les joueurs suisses qui n'ont pas de contrat, les étrangers, ils vont pouvoir aller prospecter assez rapidement. Et Julien Vauclair, là, il va avoir le temps des playoffs pour aller voir des matchs. Le championnat du monde pour aller voir des matchs, discuter. Il n'aura plus à penser qu'est-ce qu'il doit faire à l'entraînement le lendemain et autres. Donc c'est maintenant que le HCA doit se renforcer. Et il doit trouver un coach. À part si Stéphane fait valider ce qu'il en pense, mais normalement, Julien Vauclair n'est pas destiné logiquement à rester sur le banc. Non, j'espère pas pour lui, sincèrement, mais l'envie sera là du comité de dire on va te donner un petit peu plus, là, puis tu vas faire le D2 parce que tu es capable. Regarde, ça n'a pas été si mal, puis Rotten, puis ton frère, puis on va s'arranger. Mais c'est pas une bonne solution pour moi parce que je pense que Vauclair aura besoin de toute son énergie pour avoir le recul, parce que quand tu as le nez dans le guidon, les gars, vous savez comment c'est, hein? Dans le guidon tous les jours, tu as les émotions, etc. Puis si ça va mal, là, il risque de tout perdre. Moi, je pense qu'il va se concentrer sur le global, professionnaliser l'organisation, aller chercher des joueurs, pour commencer à prospecter pour 2023-2024. Il y aura, semble-t-il, plus de budget. M. Howard se veut rassurant. Il nous parle de 15 millions dans 3 ans. Ce que j'ai bien lu, je vais y tomber en bas de ma chaise. Alors, je peux dire, il y a des généreux sponsors au Jura qu'on ne connaît pas. Je peux dire que les dernières victoires, Stéphane, tu devrais monter quand tu es à la patinoire, mais tu y es de moins en moins malheureusement, mais monter aussi dans les bars où le président accueille un petit peu ses sponsors et tout. L'euphorie est assez grande, hein, donc on a quand même bien pu terminer et tout ça. Donc voilà. Mais tant mieux. Donc si on va chercher de l'argent, moi je dis OK, si le gars il commence à se dire, moi je pense que l'année prochaine sera difficile à passer. Il y a la relégation. Ça va être hyper compliqué. Ils vont être clairement menacés de relégation. Par contre, là, j'ai entendu qu'il y avait un nouveau règlement. Je vais me confirmer ça. Les promotions en relégation l'année prochaine, on va jouer ça à 6 étrangers. Ça a été confirmé, cette nouvelle, ou bien? J'ai rien vu passer. Bon, on m'a dit ça, là. Donc, l'année prochaine, on voulait mettre les promotions en relégation à 6 étrangers. Imaginez pour l'équipe de Swiss League. Donc, on veut rendre plus ou moins la promotion impossible. Voilà. Alors, tant mieux pour Ajoie, sincèrement, tant mieux. Mais l'année prochaine va être difficile à passer. Il faut éviter la relégation à tout prix et espérer une équipe plus compétitive dans 2023, 2024, 2025 avec l'augmentation du budget. Et là, c'est là où Julien Vauclair aura son rôle à jouer. Ça sera ses décisions. Est-ce que ce lapsus est révélateur, Stéphane, vu que Geoffrey était sur le plateau hier? Évidemment, Geoffrey arrive toujours avec son lot de nouvelles comme un paquet de gens, mais moi, je pense que Julien, il faut lui laisser la paix, il faut le laisser construire cette organisation-là, apporter de la sérénité par tous les niveaux. Il y aura beaucoup de travail, lui donner un peu plus d'argent. Il faut passer l'année prochaine sans dommage, éviter la relégation, parce que c'est clair que c'est le défi. Et puis, dans 2 ans, un step-up, etc., on sera toujours... Ajoie ne sera jamais une puissance de championnat avec le budget, mais si elle devient une équipe moyennement compétitive, je pense que là, ça sera peut-être signe qu'on aura du hockey en National League dans le Jura pendant plusieurs années. Alors, on parlait des entraîneurs, il y a Lido qui nous a rendu attentifs à une nouvelle qui vient de tomber. Qui est tombée il y a à peu près 1 heure. En fait, quand on était en train de préparer l'émission, donc ça nous a échappé, Frédéric Rotten a été signé comme assistant à Winterthur. Donc c'est-à-dire que non seulement Julien Vauclair doit trouver un entraîneur, mais également un assistant. Donc ça fait un dossier de plus. L'entraîneur des M20, puisque Fred... Pour l'instant, c'est Vincent qui s'en occupe. Voilà, donc ça, on peut discuter aussi si on continue avec Vincent, si on fait venir quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a eu plusieurs discussions aussi avant de peut-être donner les élites à Vincent de contacter d'autres. Donc, on pourrait redistribuer des cartes et forcément que ça va aussi avoir un impact sur le coaching staff en général. Donc, voilà. Et puis pour la saison prochaine, il y a quelques suggestions pour les gardiens. On nous parle encore d'Elien Pope, mais je crois que lui, son objectif, c'est d'avoir du temps de jeu. Lui sera en Suisse League, de ce que j'ai compris, du côté de Langenthal. Il y a Fabrice qui nous dit pourquoi pas Niffler comme choix, vu ce qu'il a prouvé avec Genève Servette. Pourquoi qu'il ne resterait pas à Genève Servette, Niffler? Aussi, Parce que pour l'instant, ils ont Maillard sous contrat. Bon, il a signé à Holton. Et il a signé Holton, c'est juste. Donc après, il faut discuter. Est-ce qu'il a une clause libératoire pour la Liga? Je sais pas, t'as lu son contrat? Je sais pas. Il y a Loïc qui nous dit pourquoi pas un prêt de Vouillamo de Genève à Ajoie.
Ah, des idées, il y en Ouais, a. Il y a des idées, et puis Oui, il mais- y a Steve qui nous dit pourquoi pas aller se servir dans la profondeur des équipes non promues en National League. On rappelle que pour les seules équipes qui peuvent monter, c'est Cloton, Holton et Viège. Alors, moi, je crois Mais oubliez qu'Ajoie pas- Ajoie doit continuer de miser sur des jeunes en devenir et de les Mhm. intégrer dans son club. Il y a des très très bons joueurs en Swiss League qui ont le gabarit pour jouer plus tard, mais Ajoie doit être consistant déjà la saison prochaine, c'est aussi ça. Oui, bah Et oui. des fois, ces jeunes joueurs, ils mettent du temps aussi à éclore. Certains le font rapidement, mais d'autres ont besoin de plus de temps. Donc, il faut avoir ce mix de faire venir des joueurs qui ont déjà de l'expérience de National League pour pouvoir être à niveau et grandir et miser, faire des paris aussi sur des jeunes joueurs. Tout à fait. Bon, c'est ben, pas on des a... gars qui vont t'amener. En tout cas, les joueurs qu'on a nommés, c'est parfait. Et n'oubliez pas que le nouveau promu, le néo-promu qui s'en vient, sera aussi sur ces mêmes joueurs. Et puis, c'est pas des joueurs qui vont apporter. Ils vont crocher le wagon, mais ce ne sera pas des leaders qui vont changer de façon fondamentale l'équipe l'année prochaine. Voilà, on souhaite de bonnes vacances dans un premier temps à tous les joueurs, supporters, bénévoles, membres du staff et dirigeants du HC Ajoie pour cette première en National League. Et nous, on continue notre overtime. On va Oui. passer à celui qui a presque été leader, mais qui termine deuxième de la saison régulière. On parle bien sûr de Fribourg-Gotteron. Hein. Si on regarde simplement les chiffres de manière globale, 50 matchs, 94 points, 32 victoires, 18 défaites, quasiment une bonne partie du championnat premier, termine deuxième, juste derrière le FA Zug, améliore sa performance de la saison dernière qui était troisième, donc on gagne encore un rang pour Fribourg-Gotteron, alors que nous, je dis nous, spécialistes, je dis tous les journalistes qui suivent de près la National League, plaçaient plutôt le club entre la 5e et la 8e place. Fribourg a surpris en bien, a été très bon dans 80-90% de sa saison. Laisse peut-être un petit goût amer en fin de ce championnat avec ces 6 défaites de rang. On ne sait plus marquer, ça fait presque 200 minutes qu'on ne marque pas. Le powerplay qui est balbutié, des joueurs malades. On nous dit que la gastro serait peut-être rentrée dans le vestiaire de Fribourg-Gotteron. Alors il y a 11 jours à partir de hier soir jusqu'au début des playoffs pour soigner tout ça, faire les grands nettoyages de printemps dans le vestiaire pour faire sortir les microbes et être prêt pour le premier match des quarts de finale. Mais dans l'ensemble, le sentiment est une saison réussie pour Fribourg-Gotteron, hein, si on tire le bilan. Meilleure équipe à domicile, hein, vraiment stratosphérique devant son public qui a été un des plus enivrants, peut-être avec le public du HH, qu'on n'a pas parlé avant, qu'on aurait peut-être dû mettre dans les notes positives aussi. Mais voilà, le HC Fribourg-Gotteron a fait de belles choses juste, simplement. C'est que c'est maintenant que ça compte, Stéphane, et c'est là qu'ils seront jugés, parce que c'est bien beau de terminer premier, voire juste deuxième de la saison régulière. Il va enfin falloir passer en tout cas un tour en play-off, c'est ce qu'on attend dans un premier temps, et peut-être avoir l'appétit qui continue de grandir après. Clairement, écoutez, tout ce que tu as dit, c'est juste la saison. C'est remarquable. On l'a dit, on les a encensés toute la saison. On leur a dit qu'ils étaient beaux, grands, fins, merveilleux. La statue de Christian Dubé est en cours de construction. On va la faire, c'est bon, etc. On lui donne tout le crédit possible. Il y aura sa statue. Sauf que, comme tu dis, tu as beau avoir gagné tous les matchs en septembre, octobre, novembre, décembre. Si tu n'arrives plus à en gagner un au mois de mars, c'est quand même inquiétant. Et c'est ce que les fans veulent savoir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment que ça se fait qu'on n'arrive plus à gagner un match? C'est 7 défaites en 8 matchs, 6 de suite, tu l'as dit. Et c'est inquiétant. Et moi, je n'ai pas aimé la réponse de Christian Dubé hier soir. On a parlé, les gars, avant l'émission. Quand on lui a posé la question, Jonathan Fillon, notre journaliste, lui a posé une question légitime en disant qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez de la peine offensivement, etc. Il a dit, je ne veux même pas répondre à ça. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a été deuxième. Personne ne nous attendait là. Il a l'air de dire, on a fait mentir tout le monde. On a eu un championnat extraordinaire. Oui, Christian, tu as raison, c'est vrai. Mais les gens, ce qu'ils veulent entendre de toi, c'est tu peux nous rassurer sur le moment présent au lieu de la jouer là, maintenant, ça ne va pas bien. Puis là, on est inquiet. Christian, tu es inquiet, ça paraît, c'est sûr que tu as de la peine à dormir la nuit. Ton président doit t'appeler 2 fois par jour pour te demander ce qui se passe. Oui, il y a panique à Fribourg actuellement. Ils peuvent nous mentir, ils vont nous dire ce qu'ils veulent. C'est inquiétant parce que, comme tu l'as dit si bien, David, ils vont être jugés sur ça. Tout le monde s'est gardé une gêne toute la saison sur la possibilité de gagner un championnat malgré la domination en saison régulière. Puis là, les gens se disent encore. Voilà. Mais évidemment, tout ça peut faire la crêpe, comme dit Alex Burkhalter, ça peut tourner. Tant mieux, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais là, quand on regarde jouer Fribourg, on a l'impression qu'ils ont perdu leur hockey. Et puis,
moi, je ne comprends pas la réponse de Christian. Il aurait dû dire oui, effectivement, actuellement, les garçons, c'est évident qu'on ne joue pas notre meilleur hockey de la saison. C'est une passe difficile. On va analyser ça, on va prendre du recul. Mais il ne faut pas oublier qu'on a fini deuxième. Oui, Christian. Oui. Sauf qu'à un moment donné, descends de ton podium, la deuxième place du podium, mets-toi à la hauteur du peuple, de tes fans, puis sois un petit peu humble. Oui, on va la faire, la statue à Christian. Sauf que là, à un moment donné, c'est inquiétant un petit peu. Tout le monde est inquiet. C'est normal qu'on se pose des questions, mais c'est Gaëtan Grossrider dans le chat, Pascal, qui nous dit alors comment on explique cette fin de saison manquée de Fribourg-Gotteron alors que juste avant ils ont eu le back-to-back contre Zug où c'était 2 super matchs avec un succès 6-2 à la maison et après plus rien. Même la défaite à Zug était intéressante, c'était un très beau match, c'était parmi les plus beaux matchs de la saison ces 2 matchs-là. Et écoute, difficile à dire, peut-être qu'ils se sont dit bon voilà, c'est... Inconsciemment, ils sont mis en mode on a le temps de préparer les playoffs, il y a du temps. Et au final, y a eu cette défaite à Lugano. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé dans cette défaite à Lugano. Il y a eu le match à Ambry où un moment au deuxième tiers, ils n'étaient plus là du tout, mentalement. Ça se voyait sur la glace. Il y a eu cette défaite à Lausanne, il y a eu cette défaite à Ambry, il y a eu, contre Ambry, il y a eu... Ensuite, c'était hier, j'ai un blanc là, à Davos. Et face à Lausanne, c'est une équipe en pleine bourre qui avait besoin de gagner. N'a pas su réagir. Face à Ambry, à domicile, une équipe en pleine bourre qui a besoin de gagner. Pas su réagir. Ouais, mais... Et puis on a essayé la méthode Coué au niveau des interviews, quand on réécoute ce que les joueurs nous ont dit à l'interview, c'est mais en fait on n'a pas fait un si mauvais match que ça. Oui, mon sentiment, j'ai quand même un peu étudié ce qui s'est passé les autres années et j'ai même l'impression que Zug n'en voulait pas vraiment de cette première place pendant un moment. Les équipes de tête, tu peux aussi rajouter Rapperswil, tu peux rajouter aussi Zurich. On a tous un petit peu ralenti dans cette fin de saison. On était quasiment sûr pour ces 4 clubs que j'ai nommés d'être en play-off. Donc on en fait un petit peu moins, on évite la blessure et tout. Si vous regardez les dernières saisons, les équipes de tête aussi perdent des matchs en fin de saison. On se préserve, on attend tout ça. Ça ne veut pas dire que la machine fribourgeoise va pas se relancer en play-off. C'est tout ce qu'on leur souhaite. J'ai l'impression qu'avec la saison qu'ils ont fait, ça serait vraiment dommage de connaître un quart de finale catastrophe. D'ailleurs, on nous demande dans le chat contre qui Fribourg peut jouer en pré-playoff. On y reviendra dans quelques instants, mais c'est dans la série entre Lausanne et Ambry qu'ils auront leur adversaire, vu qu'ils ont terminé 2e et que Genève est 8e. Et comme on reclasse pas les équipes après les pré-playoffs en Suisse, parce que c'est trop compliqué pour les équipes 1 et 2 de préparer trop des 4 équipes, on leur met que 2 adversaires potentiels. Après, donc finalement, c'est sûr que ça va être soit Lausanne, soit Ambry. Ça va être le gagnant de la série. Le gagnant de la série est reclassé 7e, même si c'est Ambry. On n'a pas changé la règle l'année dernière qu'on avait un petit peu trouvé surprenante, Stéphane, où finalement Rapperswil avait été... Je vais utiliser un mot un peu plus fort. C'est stupide. Parce que quand on est en quart de finale et qu'on gagne sa série 4-0 et que les autres vont en 7 matchs, on doit préparer 5 adversaires. Donc pourquoi là, on ne peut pas préparer 4 adversaires? On pensait qu'ils avaient tiré les leçons de l'année dernière avec Rapperswil qui avait surpris Bienne et puis qui avait finalement dû prendre la place de Bienne au classement pour pas changer ce qui avait été décidé. On n'a rien changé dans le règlement cette année, donc ça reste. Donc c'est bien la série Lausanne-Ambry qui reviendra à Fribourg-Gotteron et Genève-Lugano qui reviendra à Zug pour les playoffs à venir d'ici une dizaine de jours. On parle des satisfactions, des déceptions peut-être de cette saison, Stéphane, dans l'équipe fribourgeoise, dans cette saison régulière? Moi, je pense que l'ensemble de l'équipe, c'est sensationnel. Enlever les 8 derniers matchs qu'ils ont fait, c'est juste sensationnel. Honnêtement, ils ont eu une réussite monstrueuse. Ils ont toujours trouvé le moyen de gagner. Berra a été constant, a eu un body language assez bon dans l'ensemble de la saison. En fin de saison, un petit peu moins, on peut le comprendre. Desharnais a fait une saison sensationnelle dans tous les sens de la patinoire. Di Domenico était leader à l'attaque. Marchand a sorti de sa coquille, utilisé à l'aile avec 2 sur le premier bloc, a marqué des buts. Sprunger nous en a marqué encore pas mal, malgré son âge. Cette année, il avait retrouvé sa demi-seconde qu'il avait perdue à cause de ses genoux. Motet, toujours efficace en powerplay. Écoute, il y a plein de positifs. Valzer, par contre, depuis son nouveau contrat, il était signalé aux objets perdus. Écoute, ça correspond au moment où il est séparé de Marchand. Voilà. Il signe son nouveau contrat, Christian Dubé monte Marchand en première ligne. Est-ce que la plus grande satisfaction, c'est pas Marchand, justement? Parce que personne ne l'attendait là.
Non. Mais, écoutez, c'est un autre joueur que, lorsqu'il a été enlevé de sa responsabilité de joueur de centre, de jouer dans les deux sens de la patinoire, travail défensif, etc., les engagements, lorsqu'on le met à l'aile avec des bons joueurs, avec moins de responsabilités, boum, il se met à marquer des buts. Attends, il va falloir qu'il confirme déjà en playoff. Mais c'est quand même exceptionnel. 5 buteurs de 15 buts et plus. Marchon 20, Desharnais 19, Motey Spronger 18, Di Domenico 15. Puis Di Domenico, c'est le moteur à l'attaque aussi. Il a connu une saison extraordinaire offensivement. Hein. Bon, les gens retiennent de lui ses pétages de plomb et tout ça. C'est ce que disent les gens dans le chat, Stéphane. C'est qu'il faudra le Di Domenico des 95% de la saison régulière et pas des derniers matchs où il a donné des mauvais coups. Il en a reçu. Hein. Hier, je crois que c'était pas joli la faute sur lui et tout ça. Donc, il faudra le remettre dans le jeu offensif si précieux parce que lui a aussi envie de partir avant sa signature à Berne pour le futur de sa carrière avec la meilleure des surprises et d'offrir peut-être qui sait le titre au final, mais on va pas parler de titre parce que cette fin de saison régulière amène quand même un frein à toutes les rêveries des supporters, des joueurs et tout ça. J'ai l'impression que ça peut servir aussi à Christian Dubé, finalement, de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de se dire, regardez, on n'a pas bien fini, on va peut-être pas nous sous-estimer, mais nous prendre un petit peu plus à la légère, on va repartir de plus belle en play-off. Le coach a de quoi discuter, en tout cas, et de quoi appuyer sur certains trucs qu'il a vu qu'il n'a pas aimé, même si des choses ont été essayées en fin de saison. J'ai bien aimé ce qui a été dit hier dans Puck and Goal à la fin de l'analyse sur Fribourg, où Alain et Geoffrey ont dit « J'espère que là, il va dire aux joueurs après le match en rentrant de Davos, vous rangez vos affaires et puis vous cassez. Et je ne veux pas vous voir pendant 3 jours. Allez vous aérer l'esprit, allez vous changer l'esprit, parce qu'après 3 défaites sans marquer de but, quasiment 200 minutes sans marquer, il faut se changer l'esprit, il faut renouveler un petit peu les ondes qui tournent autour de l'équipe, parce que là, même si on sait que dans le canton de Fribourg, c'est compliqué, puisque c'est le baromètre de la vie fribourgeoise, et forcément, comme tu le dis toujours, Stéphane, tu vas faire tes courses, il y a quelqu'un qui te parle forcément de ça. Il va falloir... C'est un canton de hockey, c'est un vrai canton de hockey. C'est une passion, le hockey, canton de Fribourg. D'ailleurs, c'est moi qui fais les courses pour Stéphane parce qu'il en a marre de se faire arrêter à la... Je vais m'expliquer chaque fois, je vais me justifier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'ils vont gagner? Je dois parier sur qui? Etc. Non, mais les gens sont passionnés, mais inquiets, soucieux. Et cette 10 jours de pause-là, honnêtement, pour les Fribourgeois, pour les fans, ce ne sera pas facile parce que c'est 10 jours de doute. 10 jours de doute en se disant aïe. Alors il y a Jean-Jean qui a une proposition, c'est un match contre des Pee-Wee pour remettre tout le monde en confiance et ça peut avec 18 ans d'affilée. Je suis pas sûr que c'est la meilleure des solutions, mais non, mais voilà, mais c'est aussi une façon de se changer l'esprit, comme je disais, et puis jouer contre peut-être un petit match amical, les maillots noirs contre les maillots blancs, et puis. Il faudra se mettre en mode play-off parce qu'on a l'impression que le jeu de Fribourg-Gotteron depuis le début de la saison était parfaitement bien rodé. On a axé plus sur une autre approche défensive qui a vraiment porté ses fruits. Puis on a laissé un petit peu partir tout ça. On a fait des tests, on a été plus laxiste ces derniers matchs. Donc il faudra se remettre vraiment dans ce système qui a fonctionné. Plus encore des émotions, plus encore un jeu physique, parce que c'est ce qui revient vraiment dans le chat. Ils ont été nombreux à dire ça. Ce qui manque à Fribourg-Gotteron, c'est toujours ce jeu physique. Je crois qu'ils ont en souvenir les derniers mauvais épisodes en play-off, et notamment l'année dernière quand Genève Servette ou quand Noah Rod était revenu. Ça avait fait la différence parce que Fribourg avait été finalement un petit peu écrasé par Genève Servette. Il y a des joueurs qui sont capables de faire ça aussi. On a bien sûr Brodin, on a fait venir Lauper pour jouer à ça. Di Domenico peut le faire. D'autres peuvent aussi appuyer un petit peu plus les mises en échec. Valzer devrait aussi plus. J'ai quand même plus un sentiment plus rassurant pour Fribourg-Gotteron cette année en play-off parce que tout a trop bien fonctionné pendant longtemps et que c'est pas ces 6 matchs. Alors oui, on les aura en tête de la fin de saison qui peut tout renverser. Alors peut-être que vous allez me ressortir ce passage d'overtime dans 3 semaines, je le souhaite pas pour on n'est pas sur Twitch, tu peux pas faire un clip tout de suite donc quand Fribourg sera éliminé en quart, mais on n'en est pas là, parce que je pense qu'en Suisse romande, honnêtement, en Suisse romande, il y a des guerres de clubs, mais de façon générale, en tout cas nous dans notre milieu des médias, des gars qui suivent, etc., on souhaite tous qu'un club roman
y arrive une fois, que ce soit Fribourg, Lausanne, Genève ou Bienne, on le souhaite. Parce qu'on est aussi frustré que c'est toujours les Allemands qui gagnent ou les Tessinois. Il faut le dire, on a le même sentiment que les autres. Alors, tu vas chercher loin pour les Tessinois, Stéphane. Hein. Ça fait 16 ans que c'est que les Suisses allemands qui gagnent. Non, ça fait longtemps, mais bon, ils en ont gagné quand 15. même plus que il y a nous. 16 ans pour le Lugano. Mais on souhaite tous qu'il y arrive une fois, puis nos espoirs, moi je l'ai écrit dans mes articles, c'est l'année où on peut rêver Fribourg avec ce qu'ils ont fait. Et là, ce qu'on voit maintenant, moi je regarde, j'allais Fribourg, j'ai analysé les matchs et tout, puis c'est plus la même équipe. Je veux dire, quand ils ont joué contre Lausanne, par exemple, je prends ce match-là par exemple, tu dis à quelqu'un qui vit sur une autre planète, là, qui ne connaît rien au hockey, qui ne sait pas ce qui se passe, qui n'a pas vu le classement, puis tu dis, regarde les rouges contre les blancs ce soir, puis dis-moi l'équipe qui a été la meilleure en saison régulière. 10, tu te demandes à 10, ils vont tous te dire, les rouges. Ils ont marché toute la soirée. C'était aussi mon sentiment après le match, Stéphane. Comment? Heureusement, ils ne se réveillent pas tous maintenant, hein, on va dire, les supporters non plus. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, dans le moment présent, cette équipe-là n'a rien à voir, même si hier, ils ont été valeureux, n'a rien à voir avec l'équipe qui a été dominante toute la saison, où tout semblait facile. Le but au bon moment, la réussite, le super jeu, le truc défensif, Berra, tout. Ils ont connu une saison régulière de rêve avant les 8 derniers matchs, il faut le dire. Et là, maintenant, tu dis, qu'est-ce qu'il veut? Mais non de bleu, on n'y arrive plus maintenant. Et Christian peut nous dire ce qu'il veut. Il fait le même constat que moi ce matin. Il refait la vidéo puis il se dit, attends, qu'est-ce qu'on faisait? On va regarder les matchs au début de l'année, puis on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on a changé. C'est très difficile, très difficile. Et espérons que ce sera un cauchemar, parce que ces 2 dernières semaines ont été juste un cauchemar, puis que tout à coup ils vont se réveiller. Puis on va leur montrer la double confrontation contre Zouk comme match de référence pour s'en servir, hein, pour le 6-2 pour construire sur la suite. Donc voilà. Même la défaite, Stéphane. Le match à Zouk était. Ils ont pas mal joué. Était un très bon match. On va terminer avec une question de Sébastien qui peut être intéressante au niveau tactique. 2 étrangers en attaque et 2 en défense, ou 3 en attaque et en défense? Ça, c'est la grande question. Je crois que c'est difficile à amener. Je crois qu'il y a les intouchables à Fribourg-Gotteron et que ça va se jouer entre 2. C'est le sentiment que j'ai. Ça sera soit Brodin, soit Rantakari qui sera en tribune. Dépend de l'adversaire. Peut-être qu'à la maison, tu peux te permettre de laisser Brodin sur glace pour aussi apporter autre chose, même si c'est plus le Brodin il y a 2 ans qui faisait peur à tous ses adversaires parce que c'était un vrai tank sur la glace. On a utilisé ce mot plusieurs fois. Et qu'à l'extérieur, tu prends Rantakari, même si c'est pas le défenseur le plus défensif qui existe de notre championnat. En plus, sur le dernier match qu'il a joué, en l'occurrence contre Ambry, il est responsable du premier but. Moi, les gars, je vous dis, ça va être Brodin. Je suis persuadé que ça va être Brodin. Brodin titulaire, tu dis? Oui, moi, si moi je coach demain matin, je mets Brodin parce que Brodin, on aura besoin d'un guerrier, d'un tank, comme tu dis, d'un gars qui va tenir le choc physiquement, qui va brasser, qui va à la limite se battre parce qu'ils vont se faire brasser. Là. Imagine s'il joue contre Lausanne. Là. Lausanne, c'est une équipe physique. Hein? Fatigant, Marty, il y a des gars qui peuvent brasser la canisse, comme on dit. Et je vous garantis que Brodin, Rantakari, il est soft, c'est mou comme la guenille. C'est un bon joueur avec le puck, c'est un gars de powerplay, mais il est mou. Moi, je préfère avoir Camerzan qui peut brasser à la limite dans l'alignement que Rantakari. Alors après, s'il y a des blessés, on n'aura pas le choix, mais s'il n'y a pas de blessés, moi, je mets Brodin. Je commence avec Brodin, je ne veux pas me faire brasser, puis ça fait un gars de plus qui peut se tenir debout devant puis faire face à la musique, comme on dit. Parce que moi, je pense que si c'est Lausanne, Lausanne va sortir la carte physique contre Fribourg, tout le monde va sortir la carte physique. Ambry n'aura pas forcément les moyens de le faire, même s'ils sont très intenses. Je peux vous dire que Lausanne, si c'est Lausanne-Fribourg, Lausanne va sortir l'artillerie là. Je vous le garantis qu'ils vont. Vous avez vu qu'on dirait que l'année passée, etc., ils vont les virer à l'envers. Ça va être Di Domenico, on va essayer de sortir Di Domenico, déranger Diaz, déranger Sprunger et Motet. Parce qu'on n'a pas regardé Fribourg physiquement. Di Domenico, il peut jouer physiquement, mais c'est pas un vrai tough. Il faut qu'il joue au hockey et il pète les plombs. Marchand, Motet, Schmidt, Sprunger, ils n'aiment pas ça, là. C'est pas dans leur ADN. On ne peut pas leur reprocher, c'est leur type de joueur, ça en prend. Mais c'est les joueurs clés. Puis Desharnais à 36, 37 ans, à 33, je ne suis pas sûr qu'il a envie de ramasser des taloches puis avoir le nez en sang puis aller à la guerre. Puis c'est pas son rôle, il n'a pas non plus. Il est solide, hein? Il a déjà vu neiger. Mais moi, je pense que Brodin, c'est un incontournable pour démarrer la série. À mon avis, s'il n'y a pas de blessés et tout. Moi, je pense.
Je pense aussi. Voilà. Ça semble assez clair. Maintenant, on n'est pas dans la tête de Christian Dubé, mais voilà. Avant de parler de Lausanne, vu que Stéphane t'a quand même pas mal évoqué les On doit Vaudois, parler de Bienne aussi. Hein. on va parler de Bienne. Voilà, mais d'abord, je crois qu'on va Ouais, rappeler on va quelque rappeler, chose. parce qu'il n'y a certainement pas tout le monde qui était là au début. On a un concours qui traîne là, regardez-le. Magnifique maillot du CP Berne, oui. Une équipe en vacances, celui de Kaspar Dogavins, le joueur laiton des Ours. Combien de points a-t-il marqué cette saison avec le club de la capitale? Dans le chat, laissez vos réponses. On tire au sort après avec Pascal. Et on Après vous contacte en l'émission, privé. voilà. Hein. Oui, après l'émission. On se concentre sur le HB. Des Biennois soulagés. Ils n'ont pas revécu le même scénario que 12 mois en arrière où ils avaient finalement laissé échapper les playoffs pour 3 fois rien au dernier match avec un but qui avait été annulé, qui en parle encore largement après. Cette année, ils ont fait le travail, ils ont su gagner les 2 derniers matchs, en tout cas les matchs qu'il fallait dans cette fin de saison régulière pour rester 6e. Ça ne s'est pas joué à grand-chose par rapport au Lausanne Hockey Club, vu qu'il y a égalité parfaite au nombre de points par match et que c'est finalement le super règlement mis en place par la Ligue. Je dis super parce que je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. C'est le nombre de matchs disputés à l'extérieur qui laisse le HC Bienne 6e parce qu'il en a disputé un de plus que Lausanne, vu que 4 matchs n'ont pas pu être replacés cette saison. Et donc le HC Bienne est assuré de disputer les playoffs cette année. 51 matchs, 87 points, 29 victoires, 22 défaites. Équipe constante, le HC Bienne, cette saison, surtout parce qu'il a fait un super début de saison. Parce qu'il a mis 8 victoires dans les 8 premiers matchs. Avec le retour d'Antti Turmenen, il y a eu quelque chose qui s'est créé et le HC Bienne a pu construire sur ça. Pour le reste, on n'a jamais eu de trop haut, de trop bas, jamais plus de 3 défaites de suite pour les Célandais. Sauf qu'on a terminé avec 5 défaites avant les 2 dernières victoires. Et là, on s'est clairement fait peur parce qu'il manquait Haas, il manquait Brunner qui a été blessé, il y a Van Pottelberg qui n'a pas joué les derniers matchs, il y a Yakovenko aussi. Ça faisait quand même des joueurs importants. Et on a montré du caractère en gagnant les 2 dernières rencontres pour finalement s'assurer une place dans les 6. Enfin, ça n'a pas été de tourpeau pour le HC Bienne, Stéphane, mais on a quand même réussi, on va dire, le premier objectif de la saison pour les Célandais. Effectivement, c'était clair que pour Bienne, ça allait être limite, hein, top 6 à la limite. Et ils l'ont fait plus qu'à la limite. Je suis d'accord avec toi que le règlement qui a été approuvé par tous les clubs, donc il faut vivre avec. C'est ridicule. Mais je pense qu'on n'avait même pas imaginé que ça pourrait arriver comme ça quand on a voté ça. On a dit, OK, on y va comme ça, on verra bien. Et puis malheureusement, c'est arrivé comme ça. C'est d'un ridicule épouvantable, mais c'est comme ça. Donc, il faut faire avec. Parce qu'en confrontation directe, c'est Lausanne qui passait. Ouais, puis but marqué, goal average, tout ça. Donc, c'est Lausanne qui passait. Donc, voilà. Donc, mais c'est un règlement qui a été voté. Stéphane, c'est un règlement qui a été voté dans la perspective d'une grosse disparité entre les matchs disputés. On ne s'imaginait pas qu'il n'y aurait que 4 matchs qui seraient annulés au terme de la saison quand on a voté ce règlement. C'est ça. Comme disait Alain Miaville hier, dans le fond, la seule chose que Lausanne ne contrôlait pas, le seul élément dans ces règlements que Lausanne ne contrôlait pas, c'est le calendrier. Ben, ils ont été disqualifiés à cause de ça. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je vais juste vous poser la question. Vous êtes aujourd'hui John Foust. Vous êtes aujourd'hui Tom Heinen. Vous regardez le classement. Moi, là, je suis Lausanne ce matin, je me dis, finir 6, je ramasse Zurich en partant. Finir 7, Ambry en 2-2-3. Puis après, chope Fribourg, qui va mal. Qui physiquement. Moi, John Foust ce matin, je me dis, bon, faut. Ambry, ce ne sera pas facile, mais plutôt que de me taper Zurich en partant, la guerre de tranchées, je ne suis pas sûr que Lausanne se dit. On parlera de Lausanne après, Stéphane, mais je ne suis pas sûr que cette série en pré-playoff où Lausanne est bien sûr le favori soit gagnée d'avance. Donc Bienne, au moins, c'est assuré. Parce que parle aux Biennois de ce qu'ils ont vécu l'année dernière contre Rapperswil. Voilà, exactement. Mais Tom Heinen, là, il se dit c'est Zurich en partant, c'est parfait, il y a playoff, mais c'est pas un gros cadeau, honnêtement, sincèrement. Pour revenir à la saison de Bienne, ben, moi, je pense qu'ils ont fait du bien, très fort en début de saison, et puis après, du kiff-kiff, du 50-50, on a surfé sur la vague, ou du bon, du moins bon, etc. Dans les bonnes nouvelles, je pense que Van Potterberg est en train de devenir un des meilleurs gardiens de championnat. Il n'y avait pas. Je pense que aussi que notre ami Steinegger a eu la main heureuse ou le nez fin en engageant un gardien étranger parce qu'on ne sait pas où. Il ne peut pas forcément faire le job. Et puis là, il y a la blessure de JVP. Donc, bravo à Steinegger pour avoir eu le nez fin. J'ai beaucoup aimé la saison de Victor Löw.
Yakovenko aussi offensivement, mais Victor Love, pour moi, est un des piliers, un des meilleurs défenseurs défensif de cette équipe-là. Ça, c'est vraiment un bon étranger. J'ai beaucoup aimé la saison de Damien Brunner. On n'en parle plus de Damien Brunner. Il n'est plus dans les plans de l'équipe nationale, Damien Brunner, mais ça reste un des meilleurs joueurs suisses offensifs. Des joueurs à l'instinct offensif suisse dans notre championnat, il n'y en a pas tant que ça. Et lui, il en est un. Et je vous dis, il est super important pour cette équipe-là. C'est mon humble avis. Kunti, on n'en parle pas beaucoup. C'est une danseuse un petit peu, mais ça reste quand même un joueur de centre suisse naturel. Il n'y en a pas des masses. Ça, il faut le dire aussi. Rayala, excellente saison. Ça, c'est du positif. Par contre, je sais qu'on ne peut pas taper sur Gaëtan Haas en Suisse, mais on ne peut rien dire contre Gaëtan Haas parce que c'est Gaëtan Haas. Mais au bout d'un moment, les gars, il faut le dire, Gaëtan Haas n'a pas connu une bonne saison. Oui, il est bon sur les face-offs dans sa zone, comme à peu près 80% des centres dans cette ligue qui sont positifs sur plus de 50% dans leur zone. Il a pris de l'expérience de la bouteille à NHL. Oui, c'est un gars qui est responsable. Il a plein de qualités. Mais offensivement, tu ne payes pas un gars ce prix-là. Tu ne donnes pas les clés d'une maison à un gars. Le site capitaine, tu ne poses pas un gars en leader, tu n'imposes pas un gars comme ça qui est arrivé comme un véritable Connor McDavid et que le gars te marque 6 buts, obtient 24 points durant la saison. Offensivement, c'est insuffisant. Sur ces 6 buts, il y en a la moitié contre Ajoie puis dans les cages vides, ça ne marche pas. Je suis déçu de Gaëtan Haas. Je l'adore. C'est rien de personnel. C'est un gars qui parle français. Il est super à tout point de vue. Mais il n'a pas fait, c'est pas ce qu'on attend d'un gars qu'on paye à ce prix-là. Il n'a pas été le leader incontesté de cette équipe-là. Il a rendu des services, mais tu ne peux pas être arrivé comme un Messi, puis que te payer comme un top de la ligue parmi les plus gros salaires, puis que tu marques 6 buts, puis tu obtiens 24 points. Je suis sûr que Gaëtan Haas est très déçu de sa saison offensive. Ça, c'est clair, Stéphane, on doit le classer je sais que je ne peux pas dire ça. Dans les déceptions, Gaëtan Haas, ça paraît évident, parce que quand tu viens de 2 saisons en NHL qui ont été certes difficiles, mais où tu n'as pas perdu ton hockey sur glace et que tu restais sur des saisons à Berne avant, où il avait fêté le titre, où tout allait bien, même trop bien peut-être et tout, mais il n'a jamais joué en pleine possession de ses moyens, il a toujours été diminué, et le Covid, il ne s'est jamais remis facilement non plus. Il revient là maintenant, il est en convalescence, il se remet de sa maladie, on n'a pas précisé de quoi il s'agit du côté du HC Bienne. Qu'est-ce que tu as dit? On parle des poumons, un problème respiratoire, mais qui ne serait pas lié au COVID, étonnamment. C'est quand même des choses qui n'ont jamais permis peut-être de jouer à 100% cette saison. Et on juge sur la première saison de son retour. Je suis peut-être trop tendre avec lui, mais j'ai l'impression que pourtant, Dieu sait que Rayala dans sa ligne a carburé à plein régime, mais que lui n'a jamais su vraiment élever son niveau pour retrouver ses sensations offensives. Et connaissant le joueur qui déteste perdre, lui doit être le premier gros frustré, déçu de ses performances. On parlait de Christian Dubé et de son attitude lors de l'interview d'hier. Ça s'est vu aussi dans les interviews de Gaëtan Haas qu'il a donné en fin de match, où plusieurs fois il a été très négatif dans le body language, très, très déçu. Je me souviens d'une interview de lui après une défaite contre Fribourg où il était limite en train de dire que ça faisait chier de perdre contre les équipes du top 6. Il l'a pas dit comme ça. Le chier, c'est moi qui le mets. Ça transpirait ça. On voyait qu'il était extrêmement déçu. Et je pense que ça aide pas non plus. Il y a eu ce problème. Il y a ces problèmes de santé, le Covid, maintenant ce que tu dis, Stéphane. Je pense aussi que il l'avait dit, il me semble, dans un des overtime NHL, qu'il avait pratiquement perdu le goût au hockey à Edmonton. Donc, j'ai un peu l'impression que ces 2 années en NHL, il voulait voir ce que c'était. Il a vu ce que c'était, comme Gregory Hoffman, mais ça l'a plus cassé qu'autre chose. Et que là, il a besoin de retrouver une certaine sérénité qu'il n'a pas pu retrouver cette saison avec tous les pépins de santé qu'il a eu. Et malheureusement, comme tu dis, il a fait une mauvaise saison. Ça, on peut pas le nier. Offensivement, on peut pas le nier qu'il a fait une mauvaise saison. On verra l'année prochaine. J'espère qu'on retrouvera enfin le Gaëtan Haas de l'année prochaine. Oui, parce qu'il n'en donne pas pour son argent. Je veux dire, honnêtement, au bout d'un moment, tu le poses comme capitaine et tout ça, tu lui donnes les clés de la maison. Là, tu dis, c'est toi le chef maintenant. C'est toi notre star, c'est toi le pilier, c'est toi le centre d'équipe, c'est toi le capitaine. Tu enlèves le un gars pour le donner à lui. C'est un gros risque. Et puis, honnêtement, il doit apporter plus. On va lui donner une saison pour retomber sur terre après que c'est la NHL. Remise en route, mais au bout d'un moment, il y a 10, 15, 20 matchs, là, ça fait 40 matchs. Mais Gaëtan Haas n'a jamais été une fine gâchette offensive. Regardez ses stats, jamais plus que 15 buts. Un créateur. Peut-être qu'on
comme il a joué à NHL, tout à coup, il y a eu des bonnes saisons à Berne, mais il était 3e joueur de centre, les gars. C'était pas lui qui avait toute la pression. Tu avais des Arcobello devant lui, tu avais des gars, tu avais des leaders devant lui qui, lui, ça lui permettait d'être un gars de soutien d'un deuxième power play. Puis il a fait ses 30-40 points. Puis c'est super. Puis en équipe nationale, il a bien performé. Puis on le voit patiner. Puis c'est un gars qui est joli à voir aller. Et on est influencé par ça. Mais c'est pas un gars c'est comme Christophe Berchi. C'est pas un gars qui va t'en faire 50. C'est pas un money player. C'est pas un joueur de concession. Et on en a fait un joueur de concession. Peut-être que c'est trop de pression pour lui. Peut-être qu'il s'en est mis intérieurement parce que je suis sûr qu'il s'en est mis beaucoup. On va aller dans le chat de discussion. Il y a 2 questions qui retiennent mon intérêt. Celle de Yannick et de Pierre-André. Pierre-André Reuil, d'abord, Stéphane, prendre lui en premier. Il nous dit, dans le même ordre d'idée que Haas, comment vois-tu la saison d'Hoffman ? Il a été bon contre les équipes de bas de classement. Alors pour l'équipe leader, c'est un peu bizarre de dire ça, mais contre les équipes tout en bas il a marqué des buts contre des gardiens juniors. Excuse-moi, mais je l'aime, Greg, parce que je ne suis pas neutre avec lui, parce que je le connais depuis qu'il est tout petit. Je l'aime, Greg, mais là, il forçait d'admettre qu'il est revenu. Ça a bien été. Il a tombé des matchs contre Langnau. Tu avais un gardien junior devant la cage. Ça a été des cartons. Contre Ajoie, le 11-0, tac-tac. Là, il a marqué un paquet de buts. Champion du monde. Mais dans les gros matchs, là, Zouk va pas bien en fin de saison. Vous l'avez vu, Grégory? Disons de reformer la super triplette Hoffman, Kovar, Semyon n'a pas encore été complètement fou, quoi. Semyon, j'ai pas l'impression qu'il est revenu à 100% de sa blessure à la jambe. Ouais, tendon d'Achille. Lui, Kovar Kovar est presque normal cette saison aussi. Il est redevenu humain, ouais. Il a été monstrueux l'année passée, mais il prend beaucoup de pénalités. Il utilise plus ses poumons. Sauf que lui, il n'en a peut-être pas 3 comme certains joueurs de notre championnat pour discuter. J'ai quand même regardé beaucoup les derniers matchs. Il distribue pas mal de coups, Kovar et tout. Puis que cette ligne-là n'a pas encore été fantastique. Alors, là, ils ont 10 jours pour se retrouver, pour peut-être aller manger au resto ou faire une soirée en famille, les trois familles ensemble, et puis retrouver une chimie l'année prochaine. L'année passée. Je peux vous dire un truc. Si Dubé se pose des questions, là, Tangness aussi, hein? Oui. Parce qu'ils ont perdu 5 des 6 derniers. C'est pour ça que je disais avant qu'il n'y avait personne qui avait envie de la première place. Beaucoup d'arrogance. Encore une fois, je reviens avec l'arrogance de Zug. Ça me dérange cette année, cette arrogance du Gouas. J'aime beaucoup Tangness. J'aime cette équipe-là. Je les avais annoncés champions. Mais je n'aime pas leur arrogance cette année. Déjà, des matchs contre Ajoie, je le rappelle, ça n'a pas été apprécié. Et là, ils se présentent à Genève à 3-4 matchs de la fin avec le 3e gardien dans la cage. La moitié des joueurs. Le dernier, on donne congé à Kovar contre le match qu'ils ont joué à la maison. Ils ont joué contre, je sais plus, le 2e match du 2-2 contre Lausanne. Moi, j'aime pas ça. Ouais. Je vous dis, Zug, cette année, l'année passée, je les ai annoncés champions. Cette année, l'année passée, c'était plus facile. Ils ont été moins dominants et tout ça. Autre question, celle de Yannick Ilwerts. Il nous dit, quel est l'état de forme de Radgeb ? Il devait revenir plus tôt. Est-il vraiment apte à jouer ses playoffs après tant de mois d'absence ? C'est le dos. C'est vraiment des problèmes récurrents et solides au dos qui empêchent Yannick Radgeb de jouer son meilleur hockey et d'être revenu au jeu plus vite. Comme il n'y avait pas péril en la demeure pendant longtemps pour le HCB, il n'y avait pas de stress non plus de le faire revenir. Et il est revenu pour jouer les derniers matchs, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu étincelant. Quand on a manqué comme ça longtemps, on doit aussi avoir du temps pour revenir à la compétition, retrouver ses sensations. Et dans ces 2 derniers matchs qui comptaient pour le HCBN, j'ai même vu, et vous regarderez le match en replay si vous le voulez, à Yannick Radgeb faire le pas de retrait pour plutôt anticiper l'action qui pourrait se passer dans un autre sens que de se jeter à l'offensive. Donc on est en train de voir peut-être une mutation dans les gènes de Yannick Radgeb qui devient de plus en plus responsable, mais surtout après un retour à la compétition comme ça, quand on n'a pas encore les jambes, on est plutôt plus prudent sur la glace jusque-là. Ouais, mais comme tu le dis, c'est un problème de dos et comme son arme principale, c'est quand même l'attaque, se porter en attaque, tirer, marquer des buts, ça peut le handicaper encore pendant un petit moment. Donc non, moi j'ai pas spécialement de nouvelles de Yannick Radgeb. On va espérer que ces 10 jours à lui aussi lui fassent le plus grand bien, qu'il profite de encore se faire masser, de détendre tout ça et de remettre en place ce qui va mal, parce que Bien aura besoin de lui sur le powerplay. Il y a Marc Agui dans le chat aussi qui nous dit hey les gars, vous vous mouillez pour des pronostics ? T'inquiète pas, on va laisser passer les pré-playoffs et on va préparer tout ça. Moi je dis que c'est les Blancs qui seront champions en Suisse. Les Blancs ?
Les blancs, comme ça. Tout le monde a des maillots blancs, les gars. Non, 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 bien presque joué en tous. jaune. Attention, tu es en train d'exclure certaines Ah. équipes, Stéphane. Ah, merde, alors. Mais on fera comme d'habitude un petit peu nos pronostics. C'est une On- équipe qui joue entre Chancy et Sainte-Margretton, et puis du nord de Bâle à Casso, c'est ça? Voilà. C'est bon? Europe centrale. C'est une équipe d'Europe centrale. Mais non, mais c'est ouvert cette année. Mais moi, je peux pas parier contre Zurich. Sérieusement, je regarde aller ça. Fribourg et Zug m'inquiètent. Mais tout le monde Davos, parle ça trop de l'équipe. Zurich. Tout le monde parle trop de Zurich parce que depuis Noël, il y a eu quelque chose qui s'est passé, que Grunborg peut-être a repris vraiment les rênes de cette équipe et Ouais. tout. Oui, il y a un effectif énorme, mais Covard dans la cage, les gars. Covard dans la cage. Ambry, un nouveau gardien qui fait flèche de tout bois, comme on dit au Québec. Mais Covard dans la cage, les gars. Zurich Ouais. reste dans mes 3 favoris, mais je n'enlève toujours pas Zug et Fribourg. Et en oui. conséquence de ce qui se passe dans ces pré-playoffs, Lausanne et Genève qui arrivent tambour battant, s'ils arrivent Outsider. à passer ces pré-playoffs, ils pourraient être lancés et pourraient faire aussi de belles surprises. C'est ça qui va nous amener une C'est ça fin de qui est saison beau. de malade. C'est ça qui est Ah, beau. Gaëtan a décrypté ce que tu disais, hein. C'est donc une équipe qui gagnera à l'extérieur, le titre. Au 7e match de la finale. Tant mieux. Bon, si Fribourg gagne tous ses matchs à la maison, les gars, non, parce qu'ils conduisent Non, la finale, ils vont commencer à c'est Zouk qui gagne l'extérieur. tous ses matchs à la maison. Qui Ouais. Allez, on a un maillot à gagner, celui de Kaspar Gavins. On va encore rappeler ce concours qui a lieu que dans cet overtime. Donc, répondez à la question. Vous avez qu'à remonter dans le chat, il y a eu pas mal de bonnes Pour ceux réponses. qui écoutent en replay, c'est que sur Facebook en direct. Voilà. Voilà, pas que dans les commentaires YouTube ou dans les replays que vous essayez. Non. Ouais, on voit l'expérience Ceci- du gars qui doit faire le dépouillement. Ceci après. est une rediffusion, n'appelez pas, s'il vous plaît. Allez, on passe à Lausanne. Qui veut pas partir. Depuis début mars, Lausanne, c'est une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois, et encore c'était après les 60 minutes de jeu, c'était samedi à Genève au tir au but. L'équipe de John Foust a enfin retrouvé son alchimie, on voit sur le banc que les joueurs sont un petit peu plus complices, sur la glace également. L'équipe semble tous tirer à la même corde, et cette bonne énergie, il va falloir l'amener en pré-playoff. De ce côté-là, je vous avoue que l'interview de Jason Fuchs hier, elle m'a un petit peu rassuré, parce que contrairement à Bienne l'année passée, où on avait senti les Biennois arriver en pré-playoff en étant très déçus de ne pas Ouais. être 6e, les Lausannois, eux, savaient que de toute façon, s'ils gagnaient, c'était même pas sûr qu'ils soient en Ils playoff. n'avaient pas leur destin entre les mains. Et j'ai l'impression qu'ils sont prêts, en fait, dans cette optique, qui, de toute façon, pour aller chercher un bon résultat à la fin de la saison, il va falloir gagner des pré-playoffs. Et j'ai l'impression que c'est une énergie positive qui arrive. La problématique, c'est qu'en face, c'est aussi une équipe qui a une énergie positive avec Ambry. Messieurs, je vous propose qu'on parle d'abord de Lausanne, et puis ensuite on parlera un petit peu d'Ambry. Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Très déçu de ce que Lausanne a proposé, on va dire, jusqu'à début janvier. Jusqu'à la pause olympique, Voilà, n'ayons pas jusqu'à la peur. pause olympique. On a eu beaucoup de peine à se trouver. D'ailleurs, dans tous les interviews que l'on faisait, il y a le mot Constance qui revenait. On n'arrivait pas à enchaîner. On n'était jamais très mauvais à perdre beaucoup de matchs de suite, mais ça faisait des fois des 2 victoires, une défaite, une victoire, 3 défaites. On n'a jamais vraiment réussi à trouver la bonne osmose, les bons alignements dans cette équipe. Quand on voyait le contingent en avant-saison, on se disait que Lausanne avait tout pour être la meilleure équipe romande de cette saison. Ça a déçu beaucoup de monde. Et depuis que ça fonctionne, on va dire depuis que John Foust a trouvé sa première ligne de référence avec Sekac, Ria et Fuchs, qui lui ont rendu vraiment de fiers services pour finalement échouer de très peu pour la qualification directe, mais pour faire grandir cette équipe et en faire devenir des très bonnes formations, voire la meilleure formation avec Genève Servette de ces derniers matchs au nombre de points par match. Jusque-là, c'était très décevant. Mais est-ce que finalement, on n'a pas envie d'être plus lausannois que fribourgeois en ce moment, dans le sens que Fribourg a tout fait juste dans quasiment l'entier de la saison et se pose des questions maintenant, alors que Lausanne a quasiment tout fait faux depuis le début de la saison. Je dis pas tout fait faux, c'est sévère, mais s'est cherché pendant longtemps avant d'arriver avec des convictions et vraiment des réponses dans son jeu pour peut-être jouer ses pré-playoffs. On en parlera après contre Ambry et tout ça. Je sais pas. Moi, je dis que Lausanne, bien sûr qu'ils devront sortir de ces pré-playoffs contre Ambry, mais moi, je vois pas de problème pour Lausanne en pré-playoff. Ambry arrive, mais Ambry a réussi
sa saison. Ils sont allés chercher quelque chose d'extraordinaire, de faire cette fin de saison de folie. Il y a quelques jours avant que ça commence vendredi, le soufflet va retomber et Lausanne est plus fort dans tous les secteurs. Il y a aucun domaine dans lequel vraiment on peut discuter où Ambry peut rivaliser. Peut-être le cœur plus grand pour les Léventins, mais Lausanne est armée pour aller chercher ces playoffs qu'il mérite finalement sur la saison, si on compare bien sûr à ce qu'a fait Ambry. Bien sûr, écoute, Lausanne est vraiment sur une tendance positive. Hein, la tendance est vraiment très, très bonne. La meilleure équipe de la Ligue après le 1er janvier. Donc, c'est significatif. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Vaut mieux arriver au bon moment. Mais moi, je suis d'accord aussi qu'ils partent favoris contre Ambry. Je ne peux pas parier. Je ne parierai pas ma fortune sur Ambry. Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est une série de 3 matchs. Puis tout peut arriver. Je veux dire, on a quand même en face un gardien d'Ambry qui a fait toute la différence, une énorme différence. On n'a pas trop de scouting report, on ne le connaît pas trop, on ne sait pas trop comment il bouge, etc. Puis pour les joueurs, c'est pas toujours facile de s'adapter. Donc, il faudrait qu'il y ait un gros travail du coaching staff de Lausanne, des gardiens, pour faire du scouting report, des reports. Il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis au premier match à la maison. Mais non, mais c'est ça. Puis ça reste du hockey. Il peut arriver sur un match de hockey. Vous savez, Lausanne, ils sont capables d'en shooter 55 fois puis d'en marquer qu'un. Hein. Je vous rappellerai on l'a vu contre Fribourg. C'est le petit défaut de Lausanne. On l'a vu contre Fribourg. Puis oui, on a eu du succès. On a marqué on a fait des scores fleuves, mais ça reste le petit péché mignon de Lausanne. Contre Genève, samedi, ça a été un peu la même chose. Rappelez-vous, on a eu des powerplays, etc. On n'a pas marqué. Donc, ça reste le petit péché mignon. Et il y a un gros gardien du côté d'Ambry. C'est ça qui m'inquiète un peu. Je me dis tout à coup qu'on retombe dans un match où même si Lausanne est plus puissant offensivement avec Millet paré sur le deuxième bloc, puis Yaguer tout à coup qui marque des buts, tout à coup qui sort un petit peu de sa coquille. Le troisième bloc qui fait quand même pas si mal. Berchi travaille fort, mais il n'y a pas l'impact offensif qu'on attendait. Il faut mettre la table au premier match, Stéphane. Il faut être clairement au-dessus et montrer qu'Ambry, finalement, devra vraiment... même pas les laisser espérer. Alors... C'est sûr. Moi, je le connaissais un petit peu, Janne Juvonen, parce qu'il a joué ses 2 dernières saisons en Suède et que j'ai suivi un petit peu, notamment Leksand. C'est lui qui a qualifié Leksand à la 3e place la saison passée, clairement. Il a joué 50 des 52 matchs, son deuxième gardien n'a pas eu de temps de jeu. Il a été vraiment extraordinaire en play-off, il s'est effondré. Et c'était contre Oskar Sams qui avait encore moins d'expérience de play-off. Ils se sont broutés. Alexandre et Juvonen a été catastrophique. Il est à plus de 3 buts encaissés par match, à peine 89% d'arrêt. Donc voilà, peut-être que la pression, il la supporte pas tellement. Maintenant à voir, hein. On sait que le public d'Ambry, notamment à domicile, c'est un public qui porte beaucoup. Et attendez, le public lausannois, c'est pas rien non plus. Hein. Non, bien sûr que... du monde, là. Tout à coup, ils viennent de se réveiller, là, voilà. L'équipe gagne tout à coup, ça va être plein. Hein. Ça va être plein. Il n'y aura peut-être pas 9006, mais je garantis. Là, la fièvre du hockey, je pense qu'à Lausanne... elle est revenue clairement. Hein. Elle est revenue clairement. L'équipe se remet à gagner. C'est un public comme ça. Hein. Là, tout à coup, allez, on gagne. C'est intéressant. Ouais, on y va, go. Et je pense que le public sera derrière Lausanne. Non. Aussi, ça ne va pas être forcément facile. Mais Lausanne, comme tu dis, David, ils ne peuvent pas perdre le premier match. Non. Tu perds le premier match, tu t'en vas à la Valachia pour le deuxième. Oh my God. Alors, si tu vas à la Valachia, tu risques de trouver personne, hein, Stéphane. Non, mais il va d'abord faire un petit lieu de culte, puis après il va... On nous dit dans le chat que Lausanne doit beaucoup mieux gérer ses situations spéciales aussi. Hein. C'est vrai que le powerplay du LHC est vraiment bas et que le boxplay aussi, avec 77,5% pour le jeu en infériorité numérique et que 17,9% est le 10e jeu de puissance, il va falloir aussi clairement montrer que les arrivées de Milly, de certains joueurs qui retrouvent la confiance, doit permettre à Lausanne de s'appuyer là-dessus parce que maintenant on est dans la phase la plus importante de la saison. Lausanne était ambitieux, Lausanne met beaucoup d'argent aussi pour se constituer une belle équipe et Lausanne ne peut pas se permettre d'être sorti en pré-playoff, voire en quart de finale de playoff selon après comment ça se passe, mais on va déjà dire en pré-playoff. Ça serait décevant, évidemment. Mais moi, je parle du powerplay. Moi, je pense que le powerplay s'est amélioré un petit peu dernièrement. J'aime beaucoup l'idée d'avoir Fuchs sur le wall à gauche, donc à gauche sur son côté fort. Il est habile, il peut être deceiving, il peut remettre en bas, en haut, etc. J'aime beaucoup Millet aussi. Donc, ces deux joueurs-là, j'aime 100 fois mieux avoir ces deux gauchers-là du côté gauche sur le powerplay qu'avoir un Berchi.
Berchi ne joue plus sur le powerplay, les gars. Et Berchi, c'est pas un gars de powerplay. Ses décisions sont pas assez bonnes, etc. Il est pas mal, mais... Puis Baumgartner et Berchi, qu'on a traîné sur le powerplay pendant 3 mois quand ça marchait pas, ils sont plus sur le powerplay. Et le powerplay va mieux. Donc, Millet à portée, Fuchs qui swing là. On met même Boson sur un one-timer que je déteste pas, sincèrement, du côté droit. Donc, on a 2 gars qui tournent sur leur côté fort du côté gauche. On a des gars sur le one-timer en haut. La circulation, Genasi, j'espère que Genasi sera de retour. Il était malade parce que Genasi apporte quand même sur le powerplay, prend les bonnes décisions. Disons que quand on a vu l'alignement hier avec Marty Kruger, c'est un petit peu grassé dans la salle de presse. Hein. Et des il a un petit peu tout changé défensivement parce qu'il lui manquait Genasi aussi. Oui. Donc, voilà. Oui, parce que Marty joue avec Garnat normalement. Et là, Kruger, Marty, on s'est fait un peu de soucis. Ils n'ont pas fait d'erreur pourtant. Mais ils mettaient ces catchs Fuchs Ria avec Marty et Kruger derrière. Donc finalement, ils ont passé plus de temps dans la zone offensive que dans la zone défensive. Qu'est-ce qui est arrivé avec Ria hier soir, Pascal? Je sais pas. Tout d'un coup, il le faisait plus jouer et c'était Baumgartner qui était à sa place. J'ai pas eu l'occasion de parler avec John Foust après le match pour savoir s'il y avait quelque chose. Il était sur le banc, il était pas blessé. Non, il était sur le banc. Il était sur le banc. Bon, il n'a pas joué un bon match à Genève. Hein. Moi, je veux dire, les 2-3 derniers matchs de Ria, il était vraiment le maillon faible de cette ligne. Je l'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'il se transforme gentiment en power forward. Le gars, il va devant la cage, il a du grit, etc. Il est en train de c'est plus le sniper de dentelle, ça va devenir un power forward et j'aime beaucoup comment il est en train de devenir Ria. Et les deux derniers matchs, là, il était à côté de ses patins un petit peu. Est-ce que c'est un message du coach? Ça serait intéressant de savoir. Bref, il y a du bon dans le chat aussi. Pascal, tu l'as aussi souligné. Quand on parlait du gardien d'Ambry, il y a Fabrice de Gobet qui nous dit bon, bah, ça sera soit Barry Brust, soit Caron. C'est l'avenir qui nous le dira. Alors, au niveau du physique, il tient plus de Barry Brust que du Sébastien Caron. Et il y a Yannick qui nous dit Stéphane, et celle-là, elle est entièrement pour toi. C'est jamais facile d'aller gagner à la Valachia, mais heureusement, il joue plus là-bas. Ouais, mais c'est pas facile non plus d'aller jouer dans la nouvelle Valachia, enfin dans la Gotardo Arena. Non. Surtout quand Ambry va bien, là. Oh, c'est bruyant. Mais voilà, on a parlé un peu de ces pré-playoffs. Ça sert aussi à une équipe de garder le rythme. Oui. De les disputer parce qu'il n'y a pas 11 jours de pause pour l'équipe qui fait dans les places 1 à 6 et Lausanne pourrait continuer de construire sur ça pour continuer sa progression et on va dire son retour aux affaires aussi. Je sais pas, les pré-playoffs. Quand tu le disais, Stéphane, avant, tu analysais pour Bienne. Lausanne maintenant sait qu'il doit se défaire d'Ambry pour pouvoir affronter ensuite Fribourg. Des équipes en forme comme Genève et Lausanne, je pense que ça va leur faire du bien parce qu'ils vont pouvoir garder le rythme pendant ces 10 jours. Et ça fait de l'argent pour les matchs à domicile. Oui, ça c'était une question qu'on a eue il y a un petit moment. De Marc un match de plus à la maison, qui nous disait est-ce que finalement c'est pas une bonne opération d'avoir les pré-playoffs puisque tu peux avoir 1 à 2 matchs en plus dans les finances. Et puis pour des équipes comme Fribourg, comme Bienne, comme Zoug, qui sont plutôt dans une phase de doute ou qui ont des blessés, des malades, tout ça, qui doivent récupérer, ces 10 jours de pause, ils vont leur faire du bien. Après, il va falloir remettre la machine en route. C'est toujours le même problème. Mais l'année passée, on l'a vu avec Zoug. On s'était posé beaucoup de questions sur Zoug parce qu'ils étaient en pleine bourre. Et ils n'ont pas eu trop de problèmes à remettre la machine en route. Donc... Bon, quand tu regardes la saison, Steph, que l'on a eue, même celle de l'année dernière, on doit remercier de l'invention de ces pré-playoffs finalement. Ils ont amené un petit peu de piment à ces fins de saison. Bon, avant, on avait une bagarre pour la 8e place. Maintenant, on en a 2. On en a une pour la 6 puis on en a une pour la 10. Puis hier, on était chanceux parce qu'on avait... Il y a 10 jours en arrière ou 2 semaines en arrière, quand Berne avait 10 points d'avance sur Ambry, on s'est dit, bon, il y aura une course, c'est pour la 6e place. Avant, on l'avait pour la 8. Maintenant, on l'a pour la 10. Et moi, je trouve qu'avec... Juste petite parenthèse, avec 14 équipes, avec clairement 4 clubs qui vont avoir des budgets en dessous. Je parle d'Ajoie, Langnau, Ambry et puis l'éventuel promu. Ça va être chaque année ces 4 clubs-là qui vont se battre pour la 10e place. Ça va être assez systématique. Puis là, il y a Berne qui a fait de la merde toute la saison, malgré un gros budget, puis qui devra se replacer un peu. Puis voilà. Donc, mais ça va être... disons que la course pour la 10e place hier soir, elle était inattendue et exceptionnelle. Ouais. Yannick, qui finalement est très bon aujourd'hui dans le chat, nous dit bon, si Lausanne sort de la série avec Ambry, il se veut positif, j'espère juste qu'ils ne seront pas cramés, les Lausannois, parce qu'ils ont eu un calendrier très chargé, très compliqué ces dernières semaines aussi. Donc, pour l'instant, tout va bien. L'équipe aligne des très très bonnes performances et tout ça, mais attention au retour de bâton si on commence après avec une adversité un peu différente et aussi avec peut-être la fatigue qui va être... des éléments clés aussi peut-être de la suite. C'est drôle, les gars, Lausanne gagne, puis il me semble qu'on entend moins parler du Voboda.
Ça, c'est Bah normal, écoute, il c'est a fait les normal. 2 derniers C'est déplacements. C'est normal. drôle quand même, hein? Il est souvent à la patinoire Oui. aussi, ces temps. Il était, Ah, il il était paraît à Genève, qu'il il était à Berne. Ouais, puis d'habitude, il se déplace pas, hein? Il regarde sur MySports. Juste pour t'écouter, Stéphane. Non, il regarde sur je sais je le sais qu'il regarde sur MySports. Je le sais. Et C'est oui, pour Patrice- améliorer son français. Et oui, Patrice, ça fera une belle fin d'histoire pour 100% Ambry. C'est d'ailleurs prévu d'ajouter ça dans l'épisode qui va être diffusé dimanche. Ce 100% Ambry. On avait une Ouais, question. notre documentaire, là. De Super documentaire, documentaire chaque dimanche soir sur MySports, c'est ça. Voilà. On avait une question de Marc qui voulait des pronostics sur les pré-playoffs. Donc je pense qu'on va se lancer. Stéphane, Lausanne-Ambry. Moi, je dis que ça va être une longue série. Tu dis ça au bout de la nuit ou tu dis ça au bout au de la niveau des nuit. 3 best of 3? Non, moi, je pense que Lausanne va gagner. Je pense que Lausanne est quand même la meilleure équipe. C'est celui qui parie sur Ambry, parie sur un coup du sort, puis du momentum, etc. Mais ça peut arriver. Moi, je dis que Lausanne va gagner les 3 matchs, une longue série. Et puis, Genève aussi en 3 contre Lugano. Allez, comme ça, mais bon, honnêtement. Ouais, il a déjà Faut pas lancé des dire, t'as pronostics 2 sur, options, sur c'est Genève soit- aussi. Non, mais Soit attendez, deux, soit on va trois, vous les expliquer. gars. Là, il a un peu pris de court. Il n'a pas sorti sa boule de cristal. Il n'a pas pu la frotter et tout J'ai ça pas pour fait le- avoir une apparition. J'ai pas tout analysé. J'ai pas eu tous les téléphones encore. J'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Je sais pas si Schlegel sera vraiment à leur tour. Mais bon, je pense que nos 2 équipes romandes vont battre les 2 équipes tessinoises. Je pense. Mais, je vous rappelle, les gars, c'est 2-3 là. C'est Me lance aussi. Facile pour Lausanne. 2-0 dans la série contre Ambry avec un large succès chez eux pour commencer. Puis forcément que ça sera très compliqué à Ambry qui va avant de chercher sa peau lors de la deuxième rencontre de dimanche. Et Genève-Lugano. J'ai envie d'être confiant pour les Genevois, mais c'est vraiment pas l'adversaire idéal. Il y aura beaucoup d'histoires à raconter et de choses à dire, mais Genève va passer. On ne peut pas effacer tout ce qui s'est passé de positif depuis que Cadieux est là et de la moyenne et du rendement et de certains trucs qui ont été trouvés. 15 de suite à la maison, les gars. Hein? 15 victoires de suite à la maison pour Genève. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est un record. C'est normal, on n'a pas parlé de Genève encore. Non, c'est vrai, mais moi, je vous le dis, même à MySports, on n'a pas trop parlé, mais c'est fabuleux. Hein? Mais voilà. Pascal? Bah moi je suis d'habitude Stéphane il dit je suis toujours d'accord avec le dernier qui a parlé. Bah moi je suis plutôt d'accord avec Stéphane. Je pense que ce sera 2 longues séries, mais aussi Lausanne et Genève qui vont s'en sortir. Je pense qu'on va plus jouer du côté entre Genève et Lugano sur la durée des matchs qu'entre Lausanne et Ambry. Mais je pense qu'Ambry est capable d'aller gagner un match. Et dans les coups tactiques, on ne sait pas ce que Max Orley nous prépare, ou bien sûr aussi du côté genevois, mais à mon avis, ça va être musclé, ça va être beau et ça va être tendu et nerveux. Ces affrontements de ces pré-playoffs commencent vendredi, bien sûr. Voilà, dimanche, chez nous. l'acte 2 et la suite après. Mardi pour l'acte 3. Donc voilà. Alors, on parle de pré-playoff, on y reste finalement avec Genève Servette. Une équipe de Genève Servette qui n'a pas réussi sa folle remontée et son envie d'aller chercher ce 6e rang, voire le 5e, qui était encore envisageable peut-être il y a encore quelques jours. Les Genevois échouent finalement à la 8e place avec 52 matchs, 88 points, 1,69 points par match. Ça se joue à très peu par rapport à Bienne et à Lausanne, même avec Davos. C'est 3 fois rien. Il y a eu une équipe à 2 visages. Cette saison, si on dresse le bilan général des Aigles, avec Pat Aymon qui fait 23 matchs, 23 points, 1 point par match de moyenne, arrivée d'Yann Cadieux pour lui succéder après le licenciement suite à la défaite qui ne devait pas avoir lieu, de défaite ce soir-là contre Ajoie qui a coûté la place à Patrick Aymon. Et Yann Cadieux, c'est 2,2 points par match. C'est le rythme de Zoug la saison dernière, messieurs. Hein. Donc c'est un rythme de 29 matchs, 64 points fait par Yann Cadieux et Genève Servette. Donc c'est vraiment 2 visages parce qu'il y a eu 7 victoires, 16 défaites sous Aymon et 22-7 sous Cadieux, les victoires. Donc c'est vraiment l'effet de miroir hein, dans ce qui s'est passé avec Genève Servette, qui a eu d'abord la gueule de bois de sa saison dernière, de la finale qu'il a fallu digérer, repartir, rebondir, déblesser. Pas la meilleure équipe à disposition aussi de Patrick Aymon. Et ensuite, quand tout refonctionne, quand les joueurs reviennent et que peut-être les petits changements opérés par Yann Cadieux fonctionnent, c'est une équipe qui est
presque irrésistible en ce moment. Hein. Faire 2,2 points par match de moyenne, c'est assez énorme. Vraiment, voilà. Si Genève arrive 8e, c'est facile de trouver que ça comme excuse, mais c'est aussi, pour moi, les points perdus contre Ajoie qui coûtent cher dans la balance au final, puisqu'ils ont perdu 5 points sur les 12 possibles en affrontant la Lanterne Rouge, souvent dans des scénarios assez improbables où les Genevois se sont pris vraiment des pots de banane pour faire le décompte final. Mais voilà, il n'y a pas tout qui est à jeter parce que Genève monte en puissance et que Genève maintenant va se lancer dans une guerre contre Lugano dans ses pré-playoffs avec quand même pas mal de réponses et de confiance accumulées lors de ces dernières journées. Oui, bon après, faut qu'on passe. Faut pas prendre le match contre Langnau de hier comme match référence. Hein. C'était pas un match amical? Ça avait plus la je sais pas, t'as vu la composition amical, de Langnau? Oui, justement, c'est pour ça. Même si on peut saluer le fait que Tyler Moyne a fait un hat-trick naturel en marquant ses 3 buts au deuxième tiers. Voilà, bref. Ce match-là, il est acheté de part et d'autre. À jeter, pas acheter. À jeter, oui. À jeter. Par contre, oui, effectivement, il faut que Genève bâtisse sur les 15 succès à domicile, les matchs précédents, même contre Lausanne où ils jouent contre l'autre équipe en forme, ils ont réussi à gagner. Il y a des choses, et effectivement, ça a bien changé entre la première partie de saison jusqu'à la pause de novembre et la deuxième partie de saison. On le répète, certes, il y a eu les retours de Tanner Richard notamment, il y a eu moins de blessés, il y a eu les arrivées de Zurkirchen et de Niffler en licence B pour donner des coups de main, pour remplacer des clous qui étaient blessés, des clous qui rejouent. On a aussi Capitaine un petit peu réorganisé le programme de Gauthier Desclous du côté de Sébastien Beaulieu, avec ce soutien de Dominique Niffler sur les back-to-back, les derniers week-ends, où il joue qu'un seul des 2 matchs, pour soulager, pour éviter qu'il se reblesse. Il y aura Niffler qui sera là, comme pour les pré-playoffs, pour les playoffs, c'est sûr, puisque Vol fait partie à prendre sa place comme deuxième gardien derrière Zurkirchen à Cloton. Donc il y a des bonnes chances, enfin il y a des bons arguments du côté de Genève pour voir des bonnes perspectives en play-off. Je dois dire que quand on était 12e et avant-dernier, Stéphane, quand on termine 8e puis qu'on a été à la lutte jusqu'au bout, je dois dire que la remontée est quand même remarquable de Genève Servette dans sa saison. C'est extraordinaire. Honnêtement, on a retourné le truc. Il y a eu une configuration d'événements qui ont fait que, mais il faut tirer notre chapeau. Cette équipe-là a su se remettre en selle de fort belle façon, être efficace. Et le Genève Servette est devenu le Genève Servette redoutable, qui peut jouer, qui a plusieurs cordes à son arc. Quand vous avez Marc-Antoine Pouliot, les gars, au centre d'une 3e ligne, vous avez la ligne de centre, Phil Pouliot, Tanner Richard et Marc-Antoine Pouliot. Les gars, c'est du luxe, là. Là, c'est du business class. Honnêtement, vous avez un Joël Vermin qui marque des buts, qui est revenu dans sa zone de confort. Tout à coup, moi, il est capable de t'en marquer. Joris, c'est un gars qui peut jouer two-way. T'as Winnick, qui est un étranger dominant de cette championne. Regardez la Genève Servette. Cette équipe-là a beaucoup d'atouts, beaucoup de cartes dans son jeu. Tu as le meilleur défenseur du championnat. Tu as Vatanen qui, offensivement, t'en amène. Carrère qui est capable de jouer physiquement. Tu as l'expérience de Jacquemin. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'atouts. Là. Noah Rod, qui semble-t-il être en santé maintenant, donc peut t'amener une carte importante dans les playoffs. Puis tu as 2 gardiens, parce que tu ne peux pas aller tout seul avec des clous, parce qu'il reste un petit gars. Ça reste un gars qui est peut-être un peu fragile. Il est revenu d'une blessure aux adducteurs. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis là, tu as Niffler derrière qui a fait un super job, qui a prouvé qu'il pouvait jouer dans cette ligue-là. Et je pense que Genève, les gars, redoutable. Et le match de samedi entre Genève et Lausanne, c'était tout un match de hockey. Là. On avait 2 équipes en pleine bourre. On a eu de la chance. On avait un match de grande qualité. Moi, je suis le premier à dire quand c'était des matchs de merde. Et là, samedi, un sacré match de hockey. Là. Alors, est-ce qu'on peut être content d'avoir 2 équipes comme ça? Fribourg qui a connu une saison exceptionnelle, les 42 premiers matchs, puis on a 2 équipes en Suisse romande en pleine bourre entre Genève et Lausanne. Wow! Moi, je dis qu'on va avoir des playoffs intéressants. Si ces 2 équipes-là passent les pré-playoffs, on va s'amuser. On va s'amuser, les garçons. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour nous. On va prendre la question de Nicolas, la remarque de Nicolas, mais avant, avec le match d'hier, j'ai quand même envie d'y revenir. Quand on gagne 9-1 à Langnau, il y a presque une déception, je l'ai lu sur certains forums de la part des supporters et certainement du joueur concerné, c'est que Daniel Winnick
a fait des passes mais n'a pas marqué, a laissé le statut de meilleur buteur de la saison régulière à Stransky qui a été très bon dans ses derniers matchs, 26 contre 25 buts finalement, donc ça c'est la petite déception de Winnick, mais bon il s'en passera si la fin de saison est réussie, mais c'est vrai que c'est ce que nous dit Nicolas Schauer-Jans, c'est que si Genève loupe ses pré-playoffs, on parle de saison ratée quand même. Ah mais ce sera la même chose pour Lausanne, ce sera la même chose pour... Pas pour Ambry. Pas pour Ambry, non, mais pour Lugano. Voilà, c'est Lugano, c'est une déception déjà. Hein. Tout le monde les attendait très, 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 très haut, les gars. Mais c'est clair qu'une équipe qui perd en pré-playoff, sa saison, elle est terminée rapidement. Presque aussi rapidement que les équipes classées 11 à 13. Et forcément, c'est une déception, surtout avec l'effectif. Et les effectifs qui sont en pré-playoff. À part Ambry, mais si tu prends Genève, Lausanne et Lugano, c'est des beaux effectifs qui sont en pré-playoff. Donc forcément, par rapport à ça, les équipes, les supporters ont le droit d'être déçus. C'est ce qui rend aussi ce championnat passionnant, parce que oui, si par le bas, il y a une baisse avec les saisons catastrophiques de Langnau et d'Ajoie, tout le reste est quand même regroupé en très peu de points. Et c'est la preuve que ce top 6 est quand même très difficile à aller chercher, puis qu'on se retrouve avec Lausanne, Genève et Lugano comme 3 grosses cylindrées en pré-playoff maintenant. Ah non, c'est clair. C'est ça. Il y a eu beaucoup de points en haut du classement parce qu'en bas, on en a fait très, très peu. Langnau en chute libre depuis 20 matchs. Et puis, effectif, de gardien, etc. Et puis, la saison d'Ajoie, on le savait. Donc, ça risque d'être comme ça les prochaines années. Il y a des équipes qui vont surperformer en haut parce qu'il y a des points qui vont se gagner facilement contre les équipes du bas. Mais moi, je reviens au match d'hier soir de façon générale, et spécialement celui à Langnau. Au niveau de l'équité sportive et tout ça, bon, ça n'a rien changé pour Genève, mais je veux dire, au bout d'un moment, Langnau, sa saison est terminée, on le sait. 6-7 gars en licence B que tu prêtes avant la fin de ton championnat à des équipes de Swiss League. Donc, déjà que le règlement est ridicule, comme Ajoie est en train de sous-louer toute la ville, là, etc. Tant mieux pour les joueurs qui vont aller faire un peu d'argent, tant mieux pour les caisses du club qui vont récupérer de l'argent, etc. Je les comprends de le faire, mais sauf que Cloton, Holton sont en train de se renflouer. Kevin Fay pourrait terminer la saison chaud de fond si bien est éliminé en licence. Il pourrait terminer la saison chaud de fond. Stéphane, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs de Berne qui seront en licence B parce que je pense qu'ils ne s'y voyaient pas s'arrêter la saison si rapidement. Justement. Et puis, mais honnêtement, vous avez vu l'équipe de Langnau hier, c'est une farce. Là. La moitié de l'équipe, c'est quasiment des juniors élites, 2 gardiens de 18-19 ans, les pauvres, etc. C'est quoi l'équité sportive, là? Normalement, tout le monde va essayer de gagner leur match de hockey. Tu ne peux pas laisser gagner une autre équipe. Évidemment, Langnau est frustré parce qu'il y a 2 matchs qui ont été annulés à la maison. Il manque à gagner. Là, ils vont chercher un peu d'argent. Mais si on veut faire ce règlement, aussi imbécile soit-il, est-ce qu'on peut mettre le règlement en disant ça va être après la fin de votre saison. Vous ne pouvez pas les envoyer avant la fin de la saison en licence B dans notre club. Une vente de feu, une vente de liquidation, je ne sais pas quoi. On parle beaucoup de Langnau, Stéphane, mais quelles sont les forces sur lesquelles Genève doit s'appuyer maintenant pour affronter Lugano? Le caractère, c'est une équipe qui a du caractère. Vous l'avez vu, le contre Fribourg l'année passée, ils ont gagné sur le caractère. Et écoutez, je vous rappelle, Winnick, Pouliot et puis Richard. Est-ce qu'il y a plus fatigant que ça? Rod, est-ce qu'il y a plus fatigant comme joueur pour jouer contre en play-off? C'est des joueurs qui sont on parlait de 3 poumons juste avant avec David. Il y en a combien là au total là, là, on arrive à 9 poumons au total. Non, mais je veux dire, c'est des gars qui sont fatigants pour les arbitres, pour l'autre équipe, pour leur propre équipe. C'est des gars qu'il faut canaliser. C'est des gars qui sont à la limite. Ils peuvent te coûter un match. Pouliot peut te coûter un match par une pénalité stupide. Winnick, la même chose parce qu'il ouvre sa gueule. Richard, je ne vous en parle même pas. Par contre, en play-off, ils peuvent t'apporter quelque chose. Puis, t'as meilleur temps de les avoir avec toi que contre toi. Mais là, c'est ça qui fait la force de Genève Servette. Stéphane, tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un sur le banc d'en face qui connaît ces caractères-là, qui sait comment les faire sortir des matchs et qui va utiliser un certain Tim Traber notamment pour aller chatouiller plus que les oreilles. Non, mais ça va être très musclé à mon avis, cette série en Genève et Lugano, parce que Lugano a
peut-être un petit peu moins d'armes, mais encore, Lugano fait une mauvaise saison si on veut, parce que vu l'effectif, ils ont fait quand même venir beaucoup de grands noms qu'on n'a pas réussi peut-être à rentabiliser au mieux. Mais je veux dire, l'affrontement vaut le détour. C'est un Lugano qui vraiment, 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 attention ton téléphone, Stéphane, je pense, qui s'agrésille un petit peu. C'est vraiment un affrontement où, à mon avis, ça va se passer aussi dans le jeu hors hockey. Ça peut être musclé, ça peut être la tactique, ça peut être l'intimidation. Il peut y avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Moi, je me réjouis de l'avoir. Disons que moi, je suis cadieux. J'interdis à mes joueurs d'aller... je leur fais désinstaller toutes les apps de médias qui sont de l'autre côté de la Sarine. Parce que Chris, il va utiliser ces armes-là, il l'a déjà fait par le passé, de dire, par exemple, au Blick que Genève, avec leur dernier run, ils sont fatigués. C'est clair. Il faudra gérer les émotions. Voilà, c'est le mot que je cherchais avant. Il va y avoir beaucoup d'émotions de part et d'autre. Il y a déjà un historique en plus entre les deux équipes en play-off. Même si c'était il y a comme maintenant de nombreuses années. Mais il y a des joueurs qui connaissent les deux côtés. Il y a des joueurs qui ont joué des deux côtés. Il y a des joueurs qui ont été coachés par Chris. Il y a un coach qui a été coaché par Chris. Il y a un coach qui a travaillé très longtemps avec Chris sur le banc de Genève. Donc et puis, ça va être compliqué. Chris a vu aussi quel traitement ils avaient réservé Zug en finale à Taverness aussi, tu vois, pour essayer d'enlever peut-être le meilleur joueur de l'équipe. Donc on va travailler sur des cibles, à mon avis, et à Genève de garder aussi toute cette lucidité et de savoir quelles sont ses forces pour essayer de passer l'écueil tessinois. Julian Valker, les gars, une jambe cassée et fracture du tibia. Là. Ça, c'est une perte. Ça, c'est une grosse perte. Je ne suis pas un grand fan de Julian Walker, point de vue hockey. Ce n'est pas le gars qui va t'en marquer des tonnes. C'est pas un Arcobello. Dans une série... Non, mais dans une série physique, les chiens. Oui. Les chiens. Oui. Les chiens à jouer contre. Puis Traber, les chiens, et le problème, c'est que Traber, il ne trouve pas souvent la ligne entre se battre et puis se faire foutre dehors du match et puis juste être fatigant, juste à la limite tout le temps. Tu sais? Donc, Traber, je trouve qu'il n'y a pas cette finesse-là. Puis en face, de l'autre côté, je ne pense pas qu'il va faire peur à grand monde. Il y a Elodie qui nous dit qu'Adieu est très intelligent parce qu'on commence à discuter, que Chris connaît bien dans le chat aussi, et puis qu'Adieu n'a pas assez d'expérience et tout ça. Mais c'est vrai que Yann Cadieux aussi est plus de sang-froid et va pouvoir aussi finalement... Il est très... c'est un petit roquet. Hein, je veux dire, il est sanguin. Je pense pas qu'il est pas si calme que ça. D'apparence, messieurs, d'apparence. Sur le banc, il est... Sur le banc, il est calme. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, je te concède. Mais il a un sacré caractère. Les chiens font pas des chiens, comme on dit. Et il faudra s'appuyer sur des vernets apprenables, alors. Ouais, c'est ce que nous disait Elodie. Chez nous à Genève, donc on est imbattable. C'est exactement ça. Il va falloir se baser là-dessus. Mais c'est une courte série. C'est toujours la même chose. Lugano va voler la première à Genève. Puis là, tu es dans les câbles et puis tu es sous pression. Tu dois gagner 2 de suite. Moi, j'aime pas cette série de 2-3. Ça fait partie après moi, il y a 3-5, me semble qu'au moins. Après moi, il y a... c'est trop long, puis ça fait... Il y a plein d'arguments pourquoi, mais 2-3, c'est que vous avez vu bien l'année passée. Là. Voilà. C'est ça. Il y a juste un gros point d'interrogation qui est quand même pour Lugano, c'est... on l'a évoqué tout à l'heure. Dans les buts. C'est dans les buts. Faton a un énorme potentiel, ce sera un gardien de National League dominant, clairement, mais il n'est pas encore prêt pour ça. Il avait fait un très bon match contre Genève lors du premier match à Genève. Il avait été excellent, mais il avait quand même pris 3 ou 4 buts, mais il avait fait un très très bon match. C'est lui qui avait permis à Lugano de gagner. Mark Cannon est encore très jeune. Aussi. Il a aussi plein de talent. 19 ans. Voilà. Très bon, ça va être un bon joueur. Tu as repêché un NHL l'année passée. Et on évoque le retour de Schlegel aussi. C'est ça qui pourrait être aussi... Est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'il est prêt à jouer dans 3 jours ? Je sais pas. C'est aussi. C'est là mon interrogation. C'est au niveau du c'est clair. C'est clair que si Schlegel fait... Mais Schlegel, c'est un bon gardien. Mais fragile, pas très lourd, c'est très chéti, etc. Donc physiquement, sur une saison complète, compliquée. Effectivement. Encore le maillot de... Doug Evans! C'est le maillot, c'est le concours. Allez, ça fait 1h30 qu'on est en direct et on a encore l'équipe type et notre MVP à élire. Donc on vous rappelle combien de points a fait Kaspar Dogavinch avec le CP Berne cette saison. C'est le dernier moment de participer. On procédera au tirage au sort juste après. Allez, équipe type et MVP. On parle de saison régulière et des joueurs qui nous ont plu.
tout à fait, David. La saison régulière étant terminée, il est temps de se mettre sur son 31. Alors toi, t'as mis la chemise, bravo. Moi, c'est pas le cas. Stéphane non plus s'est pas mis sur son 31, mais c'est pas grave. On va faire tout comme. On va récompenser des joueurs et entraîneurs qui se sont illustrés cette saison. C'est un vote de nos journalistes. Ça a été parfois très serré, parfois pas du tout. Et on va vous montrer tout ça. Alors, on va déjà préparer le bon. Ouais, Et puis, je vous propose qu'on commence par l'entraîneur de la saison régulière. Alors, il y a eu 2 entraîneurs qui se sont détachés dans nos votes, mais il y en a un qui a obtenu la majorité des voix, c'est Stefan Edlund. Ouais, Stefan Edlund qui reprenait les rênes de Rapperswil après une demi-finale, un super parcours l'année dernière. Le départ de Jeff Tomlinson, l'entraîneur à succès qui est allé du côté de Cloton. C'était pas facile de lui succéder, il y avait beaucoup d'interrogations. Tout le monde avait remis un petit peu Rapperswil dans les fonds du classement parce qu'on s'attendait à ce que la saison soit compliquée. Eh bien non, que dalle. Edlund a profité de tout ce qui a été fait bénéfiquement la saison dernière pour continuer de surfer sur le haut de la vague. Et il a été élu, on va dire, de fort belle manière, en tout cas chez nous. Pas dire à l'unanimité, puisqu'il y a eu des votes aussi pour notamment Christian Dubé, pour ne rien vous cacher, dans le débat à l'interne chez nous entre journalistes. Mais Edlund a vraiment été remarquable, a amené Rapperswil à un niveau maintenant depuis 2 saisons qui est au-dessus. Et puis on tenait pour cela à le récompenser d'entraîneur de l'année dans les Awards de MySports. Pour moi, ça fait aucun doute. C'est Edlund. Écoutez, c'est inattendu. Là. Rapperswil a une équipe jeune, très jeune en défense, des nouveaux étrangers qu'on ne connaissait pas, des no-names, un paquet de gars là, Vic, on n'en voulait plus à Genève, a connu une bonne saison. Chervenka, on savait qu'il était très bon, mais il a connu une saison exceptionnelle. Dans le but, tu as quand même Noël Ballard comme deuxième gardien, Niffler comme premier, qui est un bon gardien, on le sait, mais on ne sait pas quoi, comment. Je dirais, attendez, la saison qu'il a connue avec cette équipe-là, mais toute la saison, on s'est dit, depuis le début de l'année, qu'on se pose la question, quand est-ce que ça va casser? Quand est-ce que ça va casser? Mais ça ne casse pas. Ça n'a pas cassé de la saison. Moi, je dis chapeau. Le gars, il fait quelque chose de bien. C'est une équipe, c'est un entraîneur. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un entraîneur qui insiste énormément sur la condition physique des joueurs. C'est un fou du hors-glace, des exercices dans le gym. Cette équipe-là s'entraîne souvent, fait le physique après les matchs. Quand vous allez à Rapperswil, quand ils jouent à Rapperswil après les matchs, pas s'il y a 2 matchs en 24 heures, mais s'ils jouent le mardi et qu'ils ne jouent pas avant le vendredi, ils font le physique 1 heure dans le gym après, du cardio, de la force, etc., ce qui leur donne plus de temps de récupération. Même sur la route, quand ils ont joué à Lausanne, le dernier match qu'ils ont joué à Lausanne, l'employé de la patinoire les a quasiment mis dehors parce qu'après le match, il avait transporté la salle de fitness là. Les gars, ils faisaient du gym 1 heure, 1 heure et demie de fitness, de séance de force après le match. Assez que là, les employés de la patinoire disaient, mais il ne faut pas vous dégager, là, on va fermer les portes, nous. Ah oui, on va y aller. Donc, c'est ça, Stefan Edlund. C'est un entraîneur très exigeant, très, très, très exigeant. Et cette équipe-là est peut-être l'équipe la plus en forme. En tout cas, ça paye. Sa mentalité paye. Et puis, je pense que c'est incontestablement le gars qui doit recevoir le prix cette année. Aucune discussion. Puis, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il a réussi aussi, comme tu le dis, à fédérer son équipe après un entraîneur qui était déjà fédérateur en Tomlinson, où on avait vu les joueurs très tristes à la fin des demi-finales l'année passée de se séparer de leur entraîneur. Il y a Nicolas qui nous dit que lui aurait peut-être mis Turmenon, de ce que je comprends, parce qu'il est revenu après avoir combattu sa maladie, mais bien était attendu, on va dire, dans le top 6, 7, 8, on va dire. Tandis que Rapperswil, sur l'effectif qu'ils avaient à disposition, ce que tu disais Stéphane avant, cette équipe jeune et tout, devait revenir plutôt à une réalité plus basse dans le classement et rester très haut. Donc voilà pourquoi la récompense est aussi pour Stéphane et nous. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à nous donner votre équipe type. Là, on voit qu'il y a Quentin qui se sont manifestés, qui a donné son avis. Nous, on va continuer de développer. On va commencer maintenant par le gardien. Voilà, le gardien. Alors ça a été là aussi un petit débat. Pour savoir qui allait avoir la récompense. On est parti plutôt dans les montagnes grisonnes pour choisir Sandro et Schliemann. Ça s'est joué aussi à quelques voix avec Reto Berra notamment pour les votes. Sandro et Schliemann qui a été le meilleur gardien statistiquement parlant de la saison régulière, le plus de blanchissage, le meilleur pourcentage d'arrêt. Et d'autant plus difficile pour lui qu'il n'a pas été aidé par sa doublure qui était Gilsen, qui a fait baisser la moyenne de buts encaissés par Davos. C'est ça.
sacrément, enfin plutôt augmenter la moyenne de buts. Si Davos est en play-off aussi, il le doit en grande partie aux performances XXL de Sandro Schliemann, qui n'a pas joué toutes les rencontres, je crois 29-30 rencontres peut-être disputées sur la cinquantaine de Davos, mais qui a eu des taux indécents finalement. On s'est dit en début de saison, il va redescendre, c'est pas possible de tenir, mais il a tenu et il a vraiment fait une superbe saison. Alors oui, je vous lis, je vous entends, je vous comprends ceux qui disent que Reto Berra mérite cette place, mais voilà, c'est ça aussi qui fait le charme de cette élection de la meilleure équipe de l'année, c'est qu'on est les journalistes à débattre et à discuter, et que Sandro Schliemann finalement est celui qui a récolté le plus de voix chez nous. Ouais, moi Schliemann, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Une moyenne de buts encaissés d'environ 1,8, 22 victoires, plus de 94%. C'est extraordinaire, sérieusement, tenir ça sur une saison. Bon, il n'a pas joué 45 matchs non plus, mais quand même, franchement, ça, c'est une grande surprise pour moi, une heureuse surprise dans notre championnat. Et peut-être que Patrick Fischer va allumer les phares une fois pour le prendre en équipe nationale. Il a été obligé de le prendre au jeu, comme troisième gardien, certes. Mais il est obligé de le traîner avec, malheureusement. C'était pas lui qui était prévu. Non, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était obligé. C'est ça. Et puis, moi, je pense que le meilleur gardien, c'est Schliemann. Mais moi, j'ai voté pour Berra pour son apport, parce que je pense que Fribourg a connu une saison exceptionnelle, à part les 8 derniers matchs, même si Berra n'a pas été même mauvais dans ces matchs-là. Hein. Ce n'est pas lui qui est la cause de ces défaites-là ou de cette baisse de régime. J'ai voté pour Berra pour l'ensemble de l'œuvre. Moi, je pense que le MVP, moi, j'ai voté un peu dans la mentalité MVP au goal, et c'est Berra, parce que cette équipe-là a été caracolée en tête toute la saison. Et Berra a connu des chiffres, 28 victoires, un petit peu plus que 2 buts accordés, du 93 et quelques. Il n'est pas très loin, un peu moins bon dans les chiffres. Alors, si on va pour le meilleur gardien, les meilleures performances et les meilleurs chiffres, c'est Schliemann. Mais si on va pour l'utilité à son équipe, qui a permis à son équipe de gagner sur une barre, moi, j'ai voté pour Berra pour ça, mais Schliemann est... Steph, tu veux parler d'unanimité ? Je te présente le premier défenseur qui revient dans notre sélection. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de discuter, mais Henrik Tömmernes, plus il avance dans les saisons, plus il devient fort. Mais quelle saison extraordinaire du Suédois, autant défensivement qu'offensivement, j'ai envie de dire, avec Genève Servette. Il a reçu tous les votes, Pascal, c'est ça. C'est toi qui as un petit peu procédé au dépouillement, mais il fait l'unanimité chez nous. Ouais, il y a 2 joueurs sur l'All-Star Team qui ont eu l'unanimité. Tömmernes est un des 2. Je crois que on a fait comme Yann Cadieux en fait. C'est-à-dire qu'on a pris la feuille, on a marqué Tömmernes, puis ensuite on a rempli les autres cases. C'est aussi simple que ça. Non, mais ça, c'était facile. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce choix-là. Non, mais 58 points, 51 matchs, 58 points, c'est un défenseur. Il n'y a pas de rivaux, on va dire. Et quelle constance aussi, quel travail défensif aussi. C'est pas simplement ces défenseurs offensifs comme peut-être plus l'être Vatanen dans un style propre dans la même équipe. Mais voilà. Pour moi, Tömmernes, indiscutable. Je rassure un petit peu les Genevois. Je pense qu'il va rester 3 ans de plus. Je dis ça, je dirais. Écoute, la plaisanterie en tribune de presse, c'est que le contrat il est posé sur la table chez Tömmernes, le contrat de Genève Servette, avec une case blanche, c'est la durée, et une case blanche, c'est la somme. C'est lui qui choisit, en fait. Voilà. La somme, c'est un gros risque quand même, c'est un chèque en blanc. Mais bon, je pense qu'il est bien payé, il le mérite, mais je pense que c'est déjà fait, à mon avis. Ouais. Il y a un deuxième défenseur dans l'équipe type qui se présente, qu'on va bien sûr vous dévoiler. C'est un joueur qu'on a découvert cette saison, puisque c'était sa première sous le maillot de l'FV Zug. Et c'est Niklas Hansson qui vient, lui aussi, comme défenseur étranger dans notre équipe type. Pascal, ton sentiment sur ce joueur ? Écoute, moi, comme Juvonen, je le connaissais un petit peu, notamment de la finale de Rugby l'année passée en SHL, où il était 3e défenseur derrière un certain Eric Jelina, que l'on verra l'année prochaine à Berne, et Moritz Seider, donc un jeune défenseur allemand qui joue actuellement au Red Wings de Détroit, qui était pris sous l'aile de Jelina, et il avait un rôle plutôt défensif. Et au début de la saison, quand il a fallu réfléchir à quel défenseur de Zouk serait le défenseur offensif, le défenseur défensif au niveau des étrangers, j'avais plutôt pensé à Joes comme... Tout le monde avait pensé à Joes. Comme le défenseur qui allait faire les points et pas Niklas Hansson. Et il s'est adapté à notre championnat à une vitesse très rapide. Et là aussi, de mon côté, ça a été une évidence au moment de voter pour un deuxième défenseur. J'ai même pas réfléchi. Hansson est sorti tout de suite. Steph ? Moi, j'ai voté pour Victor Löw. Parce que je l'aime bien. Et là, je trouve
Hanson est meilleur que Löw offensivement, probablement, parce que voilà, on vote souvent pour les défenseurs qui font beaucoup de points. En NHL, c'est pareil, le Vézina, c'est celui qui a le plus de points. C'est celui qui attire Le l'œil. Vézina, Mais moi, je non, trouve que le Vézina, c'est pour les gardiens, Stéphane. Tu veux dire le Norris? le Norris, excuse-moi. Le Norris. On vote souvent pour celui qui a le plus de points. Mais moi, je regarde l'ensemble de l'œuvre. Je regarde l'utilité à son équipe. Je pense que l'œuvre stabilise toute la défensive de Bienne. Il est bon dans tous les compartiments. Avec la rondelle, sans la rondelle, physiquement, il a un bon tir. Et moi, je pense que Löw est un défenseur qu'on ne peut pas oublier dans cette. Évidemment, c'était mon troisième choix. Il faut choisir deux. Merde, il faut en choisir deux. Pascal, il nous en dit que deux. Mais moi, si j'aurais aimé qu'il en dise plus, parce que je ne sais pas sûr. Si tu veux, Steph, l'année prochaine, on fait le All-Star Team et le All-Star Team blanc et le All-Star Team rouge, si tu veux. Donc, exactement. On a plus de facilité. Mais voilà, Löw, je comprends totalement. C'était mon troisième choix, Victor Löw. Moins visible, mais alors ô combien précieux et très très bon dans la première passe. Et c'est senti aussi des responsabilités offensives en powerplay et tout. Mais c'est vraiment le défenseur qui fait peur à tout le monde, Löw. Il avait d'ailleurs mis, je crois, au début de saison, Steph, une énorme charge. Je crois qu'il avait fait direct passer son CV dans tous les autres équipes du championnat en disant que tiens, celui-là, il va falloir être fort pour le contourner. Hein. Et puis là, ce que j'aime bien aussi avec Löw, pour le projet en plus. Ils ont eu de la chance. Ouais. Ce que j'aime bien en plus avec Löw, c'est qu'il a réussi à stabiliser aussi Radgeb. On a parlé de Yannick Radgeb tout à l'heure par rapport à sa blessure, mais il a amené une stabilité sur la paire défensive de Radgeb qui est vraiment impressionnante. Et Radgeb a progressé grâce à Victor Löw. Pas seulement offensivement, mais aussi défensivement. On passe en attaque maintenant. Ouais, vas-y. Allez, avec la deuxième unanimité. Celle-là, elle est facile aussi. Je crois que tout le monde l'attend dès. C'est Roman Červenka. Là aussi, c'est le deuxième nom qu'on a mis tout de suite tous sur la liste. Unanimité des voix dans la rédaction. Le meilleur compteur du championnat. On ne pouvait pas ne pas le mettre sur l'All-Star Team. C'est clair. 64 points pour Roman Červenka. Sa meilleure saison en Suisse qu'il nous a effectuée. Il n'y a plus de superlatif pour ce super joueur de hockey. Pas le plus bavard. Pas le plus bavard devant nos micros, pas le plus bavard dans un vestiaire, mais alors, quand vous lui donnez le puck, il le transforme en or. Hein. Lui, il pourrait faire banquier qu'il transformait des billets de 50 en lago d'or, hein, Roman Červenka. Oui, il est incroyable. Écoutez, offensivement. Défensivement, on va oublier ça. Là. Il peut passer un petit peu à Linus Omark dans son style. Quand tu es sur la glace avec lui, il faut que tu compenses ses erreurs défensives. Mais dans la phase offensive, il est incroyable. C'est un gars qui est sur son propre programme. Hein. Lui, il fait son physique, mais il fait son programme. Puis, donc, Edlund a compris comment il fonctionnait. Lui, tu lui fous la paix, puis tu lui dis joue OK. Puis lui, il fout la paix, puis lui, il fait ce qu'il veut. C'est un peu un électron libre. C'est un gars qui, quand les autres vont à la force, lui, il va au sauna parce qu'il a besoin de récupérer, mais quand les autres se reposent, il va s'entraîner tout seul. C'est un personnage. C'est un personnage. Et il a un talent fou, ce garçon, offensivement. Puis il est très, très, très. Il me semble qu'à chaque fois qu'il y a un but décisif, un penalty, une prolongation, il est là. C'est un money player, il faut le dire, c'est un money player. Deuxième joueur à venir chercher une place dans notre trio d'attaque de notre All-Star Team. C'est un joueur... Thierry qui va être déçu parce que c'est pas celui auquel il pense. Non, mais c'est un Fribourgeois et il est, comment tu dis, électrisant. Vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. C'est Christ Di Domenico qui a vraiment tiré Fribourg vers le haut cette saison parce qu'il a pratiqué du très bon hockey sur glace, parce qu'il a fait des points, parce qu'il a amené du jeu, parce qu'il a bonifié les joueurs qui étaient aussi autour de lui. Et Christ Di Domenico vraiment a aidé Fribourg-Gotteron à aller chercher cette deuxième place. C'est un des éléments qui explique la très bonne saison de Fribourg-Gotteron. Ouais, c'est clair qu'offensivement, c'était la bougie d'allumage. Il va manquer, hein, parce que les deux gars qu'on allait chercher, de la Rose, attendez-vous pas un Di Domenico offensivement. Là. C'est un two-way guy, puis c'est pas un patineur explosif, et puis c'est pas le joueur qui est spectaculaire comme Di Domenico. Là. Il a pas ce petit côté, puis Sorensen, c'est un gars en fin de carrière, donc c'est deux gars typés un peu différents. Moi, je pense qu'il va manquer dans la phase offensive. Mais Di Domenico, moi, chapeau, là, quand il joue au hockey, peut-être pas les plombs, le garçon, il va bien. Ouais. Je l'aime beaucoup. Il fallait sortir un Fribourgeois, Stéphane, on est d'accord. Moi, j'ai voté pour Desharnais. Moi, j'ai voté pour Desharnais parce que je pense que Desharnais est le joueur le plus utile à cette équipe-là. Voilà, donc Di Domenico, oui, en la phase offensive, mais two-way,
gestion des situations critiques, jouer contre le meilleur bloc adverse. Domenico ne peut pas faire ça. Dans sa zone, il n'est pas bon. Desharnais, il est bon dans sa zone. Bons engagements. Il est calme. A marqué des gros buts. A eu moins de points que Di Domenico. Quoiqu'en fin de championnat, il a accumulé un petit peu plus de points. Desharnais, là, il a marqué 6 buts, je pense, en 3 matchs à un moment donné. Il a rattrapé un peu son retard. Mais je pense que pour l'ensemble de l'œuvre, l'utilité à l'équipe, j'ai voté pour Desharnais. Je voulais prendre un Fribourgeois parce que Fribourg a une saison extraordinaire. Moi, je choisis Desharnais, mais je peux vivre avec Di Domenico. Hein. T'avoue que ça a été très partagé sur les deux autres attaquants. De mon côté, moi, j'étais plutôt parti sur Marchand aussi, parce que je trouvais que ça méritait de féliciter, même si j'avais aussi mis Di Domenico comme troisième choix. Ouais, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand tu regardes le classement des meilleurs pointeurs et des joueurs les plus utiles, bah, c'est souvent les étrangers, puis ça se ressent aussi dans ton All-Star Team. Mais moi, j'aime bien aller chercher aussi le ou les joueurs suisses qui ont permis à leur équipe d'avoir des upgrades. Alors, on peut parler de Marchand, on peut parler de Sprunger aussi, qui est quand même revenu dans une superbe saison qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Donc, pour Fribourg-Gotteron, la liste aurait pu être longue. Hein. On aurait pu faire le All-Star Team de chaque équipe aussi. Donc là, on aurait plus de place. De chaque équipe. Et puis, on est Domenico, Desharnais, top player. T'as voté pour qui, toi, David? Moi, j'ai voté pour Sprunger parce que je voulais pas que des joueurs étrangers non plus dans ma liste parce que sinon, le choix est facile et tout. Et puis, moi, je pensais pas que Julien reviendrait à marquer 18 buts cette saison et puis aussi avoir ce leadership. C'est le capitaine. Il a aussi montré la voie, aidé l'équipe avec des buts très importants. Alors oui, il y a ceux qui font les passes, ceux qui gagnent les engagements, ceux qui sont responsables défensivement, mais moi, j'ai donné ma deuxième voix, en tout cas, à Julien Sprunger. Il reste un attaquant à désigner. Et là, on va... Ça aussi était très disputé. Il a fallu que je compte les voix dans les positions dans lesquelles ils ont été mises et tout ça. Toi, t'es le Denis Brognard de MySports, en fait. Ça a été très compliqué. C'est comme dans Koh-Lanta. Il y a le dépouillement qui arrive, il y a Pascal qui est là. Hein. Mais on faut dire qu'on était 7 à voter, on n'était pas 70. Là. On calme un peu les gens quand même. Là. Voilà, on n'était pas non plus... L'année prochaine, on pourrait l'ouvrir au public et puis mettre en place ça sur nos réseaux sociaux et puis avoir le All-Star Team finalement de nos abonnés aussi. Hein. Alors on risque d'avoir des votes de 5 Genevois, de 5 Lausannois, de 5... On verra. Et il y en a un qui a déjà trouvé la bonne réponse. C'est Quentin Delavie, puisque c'est bien Daniel Winnick qui a été élu... à la majorité des voix pour la 3e place d'attaquant. Au final, on récompense aussi un des 2 meilleurs buteurs de la saison régulière. Faut pas l'oublier. Il a quand même marqué 25 buts cette saison, Daniel Winnick. C'est sa meilleure saison en Suisse. Et à 37 ans, il commence à être comme le bon vin, à mûrir, à progresser, à amener encore plus à son équipe que juste le trash talk ou les tensions avec les arbitres. Il a plusieurs cartes dans ses mains. Hein. Daniel Winnick, il est bon buteur, il est bon passeur, il parle bien, il met la pression, il est intimidant aussi. Donc voilà, c'est un joueur de caractère et c'est vrai que la saison dernière, il a déjà été très bon, même s'il a été dans l'ombre de Linus Omark en début de saison, il a réussi à revenir très fort et puis à participer à ce run fantastique de Genève jusqu'en finale. Et cette année, il a été une nouvelle fois très constant, donc assez logique aussi de le retrouver dans l'alignement de notre équipe type. C'était mon choix aussi, incontestablement. Il y a plusieurs... Ça, c'est un gars qui s'est bien adapté. C'est un joueur de rôle en NHL. Qui jouait nord-sud, dump and chase, quelques minutes par match, qui a su redevenir un joueur dominant parce que les joueurs de NHL de 3-4e bloc, c'est des gars qui ont eu du succès dans le junior. C'est qu'en NHL, tout le monde ne peut pas jouer dans le rôle de top 6. Donc, lui, c'est un gars qui a fait changer son junior, il avait un rôle, il a changé son rôle en NHL, puis il l'a retrouvé ici et de fort belle façon. Il est menaçant, il prend de l'espace devant la cage, il est gros, il est chiant. C'est un gars qui est tellement dur à jouer contre. Et puis, c'est un money player aussi qui sait marquer des gros buts, un leader. C'est le genre de gars que tu veux avoir avec toi puis pas contre toi. Et puis, moi, je pense qu'il a connu une saison extraordinaire à tout point. À part Chervenka et Tom Ernest qui ont fait l'unanimité, il y a eu quand même des votes qui sont allés dans plusieurs directions. Hein. On aurait aussi très bien pu voir Denis Malguin, par exemple, là, qui a porté aussi Zurich parce que le petit joueur zurichois a quand même fait une énorme saison. Il a été bon avec Lausanne, il était très très bon avec Zurich aussi. Hein. Même si Zurich n'a pas joué sur son vrai potentiel sur toute la saison, ce qui lui coûte peut-être une place là-dedans. Je suis assez d'accord aussi de dire Kaoun, même si il était dans la
mauvaise équipe, comme nous le dit Fabrice dans le chat. Mais voilà, on récompense aussi la régularité sur la saison régulière complète. Hein. C'est ce qu'on a. Oui, là, je vois qu'il y amener. a Yannick qui nous dit C4 sera peut-être le nouveau Winnick l'année prochaine. Il a eu Oui. des voix, Stransky a eu des voix, Brunner a eu des voix. Donc c'était C'est dur, c'est sûr c'était que très là, difficile de désigner les deux autres attaquants qui accompagnent Chervenka Il y a sur 13 ce- Ah ouais, mais équipes et il y a beaucoup d'attaquants. Il faut en retenir 3, les gars. Voilà. Mais le gars qui a fait le sondage, là, c'est ça le problème, c'est qu'on ne va pas en prendre que 3. Merde. Au bout d'un moment, il faut mettre des limites quand même, hein, Stéphane. Alors moi, je propose l'année toute façon, prochaine, si t'es à Stéphane, 5, c'est toi faut rester qui va t'en charger. Allez, encore quelqu'un à élire, Pascal. De qui s'agit-il? Alors cette année, on n'a pas mis de rookie parce que j'ai vu passer le nom. L'année passée, c'était assez compliqué parce que la définition de rookie en Suisse, elle est pas terrible. Et puis au niveau de Ouais, pas clair. de la SIHF, le rookie, ça peut être le gars qui joue sa première saison à 28 ans. Donc voilà, on n'a pas décidé de mettre un rookie. Par contre, on a décidé de mettre un MVP. Et là, ça a été Attention, ça va débattre là. très disputé. Ça s'est joué à une voix près. Par contre, il a gagné dans le premier et dans le deuxième choix. Donc, on ne pouvait pas passer à côté d'un artiste comme Roman Chervenka. C'est lui qui a été élu par la rédaction de MySports comme MVP. Après, chacun a ses arguments. De mon côté, c'était mon premier choix. Pour une raison toute simple, parce que je pense que sans Roman Chervenka, Rapperswil termine en dessous de la 6e place. T'as tout C'est dit. aussi simple que ça. Allez sur la page des buteurs, des pointeurs de Rapperswil cette saison. Affichez ça sur le site de la Ligue. Vous avez Roman Chervenka avec 64 points. Le deuxième meilleur compteur de Rapperswil, c'est 30 points. 30 points. C'est-à-dire que Roman Chervenka, à lui tout seul, a bonifié l'équipe pour la tirer vers le haut. C'est ça, pour moi, la définition de MVP. Tom Ernest fait partie d'une équipe avec un plus grand potentiel et un plus grand collectif. Oui, il était dans le débat avec Chervenka. Oui, pour moi, Tom Ernest n'aurait pas à faire rougir d'être élu MVP des Awards de MySports, mais Chervenka a été XXL cette saison et c'est vrai que sans Chervenka, Rapperswil, c'est une équipe quelconque. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est tellement difficile. Moi, je pense que si tu demandes aux directeurs sportifs, si vous faites un hockey manager des directeurs sportifs de la Ligue, là, vous leur dites, OK, vous faites votre équipe. Là. Vous choisissez à tour de rôle 1 à 12, comme nous, on fait 12 à 1 ou 13, ou je ne sais pas quoi. Là. Le premier joueur qui sort, c'est Tom Ernest. C'est pas Chervenka. Mais oui. C'est Moi, pour ça que Tu commences par un défenseur. Parce que Mais tu cherches un Chervenka. défenseur d'abord. c'est pour ça que je suis pas directeur sportif, Stéphane. C'est- Et puis- non, mais le Stéphane, défenseur on va- est tellement important parce qu'il joue la moitié du match. Oui, mais Chervenka, j'ai Mais- trouvé que cette année, il s'est aussi plus impliqué défensivement que les autres années. Et C'est vrai qu'on le voyait plus souvent à l'écran dans la zone de défense. qu'il connaissait le nom de son gardien cette année. Comme t'aimes bien souvent Exact. le dire avec certains joueurs. Il a déjà regardé le masque de son gardien. Et qui sait ce qui a marqué derrière, surtout. Il y a Pascal Garbani qui nous dit Chervenka est le Zlatan. Mais en plus discret. Le Zlatan mais du en hockey, plus mais en discret. plus discret. Alors discret, oui. Ah, alors, ben, ça, c'est le mot qui. Ça, c'est pas dur à battre. Hein, mais je pense que c'est les deux extrêmes au niveau de la discrétion. Bah, donnez-nous votre MVP. On a encore quelques minutes. On va vous présenter ensuite le programme de la semaine. On vous lit volontiers Voilà, hein, je- sur on va, tout on ça. va juste répondre encore à une question de Fabrice qui dit il faudrait dissocier Suisse et étranger. C'est déjà fait par le Tagessanzeiger, la Tribune de Genève, le Bund. Donc on va leur laisser aussi cette spécificité-là. Nous, on fait juste un All-Star Team et un MVP, un entraîneur. On va pas non plus... parce que sinon, non, on fait non. 2 heures d'émission Ouais, là-dessus. on y est à 2 heures. hein, donc, Pas que ça voilà. va Ouais, faire. mais que là-dessus. Que là-dessus. Et puis il y avait une suggestion de World Star et de Post-Finance Flop Scorer. J'aime bien l'idée. Mais là, Oh, nos ça abonnés risque sont très inventifs. Hein. Voilà. on aime beaucoup les suggestions. Peut-être qu'on fera un flop scorer la saison prochaine. On verra. C'est ça. Pourquoi On verra. pas. Pourquoi pas. J'aime pas désigner toujours. Non, mais je suis les pas non tops, plus, mais voilà. Pointer du doigt ce genre de choses. Allez, on passe au programme de la semaine parce qu'il y a de très belles choses à voir sur MySports ces prochains jours. Et à partir de ce soir déjà, puisque vous serez au parfum des playoffs de Swiss League, l'acte 2, les
la première ronde a été reportée chaque fois à domicile. Donc, esprit de revanche avec Sierrolton qui sera au menu aujourd'hui. Donc, ça, c'est le programme qui vous attend. Jeudi, la suite des playoffs de Swiss League avec le match en direct des Mélèzes, Chaux-de-Fonds-Viège. La E-National League également sur Twitch. Et vendredi, le début des pré-playoffs de National League, l'acte 1 qui sera diffusé. Bien sûr, les 2 matchs qui seront diffusés, à voir encore les choix que l'on opère pour savoir quelle affiche sera mise en avant pour notre studio. Mais on décortiquera tout ça. La Swiss League qui revient samedi, les pré-playoffs dimanche et notre documentaire 100% Ambry pour terminer parfaitement votre week-end. Il y a quelqu'un dans le chat, Stéphane, qui te parle en disant que c'est Elodie Sarrazin qui nous dit « Moi, j'aurais mis Monsieur Rochette entraîneur de l'année. J'aimerais bien le voir derrière un banc. » J'ai déjà été derrière un banc, mais pas à ce niveau-là. Donc, j'ai coaché pas mal de matchs dans les petites catégories. Là. J'ai coaché à peu près toutes les U que vous pouvez imaginer, là, de U9 à U20. Je les ai toutes coachées. J'ai coaché des grandes premières ligues, mais c'est chose du passé. Maintenant, je suis passé du côté des théories. Maintenant, je suis passé de la côté des théories. Avant, tu faisais les théories, maintenant, tu développes les théories. Je suis passé du côté des yaka. Yaka faire ça, yaka lui dire, yaka. Et puis, j'ai jamais tort. C'est très confortable. Il faut le dire et il faut l'avouer, les gars. Nous, on a un siège tellement confortable parce qu'on est dans l'analyse. Bien, évidemment, les gens, des fois, nous critiquent par nos commentaires, qui jugent un peu trop partisans, etc., parce que les gens sont aussi partisans. Mais nous, on est dans l'analyse. On ne prend pas de décision. On commente ce que les autres font. On constate, on commente, on donne notre opinion sur ce que les autres pourraient faire, auraient dû faire, devraient faire. Donc, c'est facile. On est comme vous, des partisans. On fait des théories, on est assis là, puis on regarde. Puis on sait très bien que c'est pas facile, puis qu'on est toujours plus malin après, etc. On est bien conscient de ça. Vous savez quoi? C'est pour ça qu'on met toujours un petit bémol sur nos commentaires. Stéphane est quand même bien assis dans sa chaise au chaud dans notre studio que d'aller se plaire dans les patinoires. Enfin, voilà. Exactement, non, mais il y a du confort à partir d'un certain âge. Entraîneur, là, ce qu'on peut le dire, que c'est un job de merde, entraîneur au plus haut niveau. Là. Oui, tu peux gagner beaucoup d'argent tout à coup, beaucoup d'argent en guillemets, c'est pas à l'échelle, mais tu peux te faire jeter comme une vieille paire de chaussettes sales. Si vous avez vu cette année avec Gary Sheehan, merci, bonsoir, merci pour le service rendu, mais t'es parti. Pat Aymon qui était finaliste l'année passée. C'est un boulot de merde, je vous le dis. Il faut être fort incroyablement dans la tête pour dormir la nuit puis faire fi de toute la... Imaginez la pression sur les épaules de Christian Dubé actuellement. Imaginez ça. Il peut être champion du monde dans un mois. On peut lui faire une statue en or, puis il va rester dans les travées. Comme on peut le critiquer, que les gens vont peut-être le descendre terriblement. Comme Patrick Aymon, comme Gary Sheehan, comme le risque qui arrive sur d'autres. C'est voilà. 0-0. Et puis, les joueurs aussi, gérer les joueurs, c'est compliqué. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est de la gestion d'individus, c'est de la gestion de banc. C'est pas facile. Tu as des gars qui t'aiment, tu as des gars qui t'aiment pas. Il faut que tu vives avec ça dans l'adversité. Tous les jours, tu te présentes à l'entraînement, puis tu as un défi. Il faut faire les choses aux joueurs. Le dire, ça ne suffit pas. Il faut réussir à les convaincre et tout. Mais c'est un boulot tellement difficile. Et des fois, on est dur dans nos commentaires, etc. Mais sachez qu'on est conscient que pas facilement. Donc, tout ça pour dire que je suis bien à MySports. Et puis que t'aimes tout le monde. Allez, le mot de la fin pour Pascal, parce qu'on arrive aux 2 heures d'émission, ça va bientôt couper là. Ouais, déjà vous dire que jeudi, il n'y aura pas d'Overtime NHL, même si c'était dans l'alternance prévue, tout simplement parce que Jonathan réserve son émission pour la semaine prochaine, puisqu'il y a la date limite des transactions NHL qui arrive tout bientôt. Donc ce sera l'occasion de commenter un petit peu ce qui se sera passé. Puis comme tu l'as dit, on est au terme de l'émission. Un grand merci à vous pour vos très nombreux commentaires, vos votes, vos questions, vos réponses pour le concours du maillot de Dogavinch. On va tirer ça dans quelques instants. Vous pourrez retrouver cette émission en replay dans quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube pour la partie vidéo, et puis en audio sur Spotify, sur SoundCloud et sur Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur ces plateformes, également sur Twitter et Instagram. Et si vous avez aimé cette émission, mettez un pouce en haut. Sur YouTube, partagez-la également, ça est toujours utile. Laissez des commentaires encore, peut-être sur YouTube. On n'a pas pu répondre, on en avait un de la semaine passée, mais on va peut-être le garder pour la semaine prochaine. Et puis on se retrouve pour Overtime lundi, horaire normal, en espérant qu'il y ait des choses à dire sur les quarts de finale de playoff, puisqu'on connaîtra peut-être les affiches lundi. Et puis sinon, on discutera des pré-playoffs. Des pré-playoffs avec plaisir. Merci Stéphane, merci Pascal, merci à tout le monde. Passez une bonne journée, une très bonne semaine. À tout bientôt. Bye bye.